sujet proposé par les médias camerounais depuis ce matin. Et puis on le verra, on a lancé cet appel au directeur de publication. Dès la semaine prochaine, on aura la deuxième partie de cette revue de presse consacrée aux journaux à paraître. On essaiera d'anticiper pour être au cœur justement de cette actualité et des différents angles de traitement proposés par nos confrères et directeurs de publication qu'on salue grandement. Accueillons à présent nos invités. Paul-Stéphane Mounouga, c'est un habitué. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir également aux internautes de Info TV et particulièrement le grand soir. C'est un plaisir et en même temps, une fois de plus, un privilège d'être là. Pour ne pas marquer une déconnexion totale avec les premières thématiques à aborder, je vais vous prendre sur celle d'hier. Est-ce que l'examen des profils des élus est fondamental pour assurer un développement local? Je vais vous répondre par l'affirmatif parce que pour ceux qui ont fait un peu de sciences administratives et la sociologie des organisations, il y a un auteur qui revient récurremment, il s'appelle Max Weber, qui vous dit que the right place, the right man at the right place. Ça veut dire que pour que la collectivité territoriale justement ait l'impact qu'elle devrait avoir, il faudrait qu'on ait des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais qu'est-ce que vous allez observer généralement dans nos communes? C'est qu'on vous impose des profils en réalité qui ne correspondent pas justement à la gestion d'une commune. Généralement, c'est des anciens retraités. Qui vous les impose? Si on prend le cas du parti qui domine les collectivités territoriales au Cameroun, j'ai envie de dire que généralement, ça vient du comité central. On vous impose un maire depuis Yaoundé. C'est-à-dire un maire qui a passé tout son temps à être préfet, sous-préfet, gouverneur et dans une certaine mesure receveur des finances. Quand il va en retraite, on vous l'impose depuis le comité central, on vous dit qu'il doit être maire. Alors qu'en réalité, dans son profil de carrière, il n'avait jamais pensé à être maire. Mais simplement, on veut le caser quelque part et on décide qu'il soit maire. Ça fait donc en fait, quand il vient là, il n'a aucun projet parce qu'il faut rappeler que pour être maire, en réalité, vous êtes une sorte d'entrepreneur. Si vous n'avez pas l'esprit d'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas facilement être maire parce que vous êtes appelé à créer la valeur ajoutée dans votre localité. Et ça, on n'observe généralement pas ça au niveau des profils. Donc, le profil est même fondamental et cardinal en ce qui concerne le succès de la décentralisation parce que quand vous n'avez pas les compétences en réalité, même quand vous êtes entouré des compétents, et parce que généralement les hommes incompétents n'aiment pas les compétents autour d'eux. Quand vous n'avez pas de compétences, vous vous entourez des personnes plus médiocres que vous, ça plonge donc la collectivité territoriale dans l'hyper-médiocrité. Donc j'espère que le parti au pouvoir qui généralement, j'ai envie de dire quoi, rempile 90 ou 80% des mairies au Cameroun, est en train de nous écouter et va tenir compte de cela aux prochaines élections législatives et municipales qui arrivent pour qu'on ait véritablement des maires qui sont capables justement d'apporter une plus-value en termes de développement local. Merci d'être là, Paul-Stéphane. Vous êtes politologue, un acteur politique et en même temps expert en stratégie de communication politique, on va le dire ainsi. Moïse Mbok, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir au panel, à Paul-Stéphane que vous avez déjà présenté, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent ici et ailleurs au top management d'Info Télévision, à toutes les équipes techniques, and allow me to send all my sympathy to the population of Southwest Cameroon and especially those of Limbe who are going through a dangerous flood today. The whole city is loaded with water and we want to send our sympathy, our love, and to those who lost a dear person, we want to pay our due condolences. Merci pour l'invitation et une fois de plus, c'est un bonheur pour moi d'être là parce que quand on vient sur un plateau comme celui-ci, on apprend également des autres et je sais que les autres que vous allez présenter ont matière justement à nous, soit nous renseigner, soit nous donner un petit détail, soit alors contribuer à notre richesse, au moins la richesse de vocabulaire. Merci pour l'invitation. D'accord, vous avez écouté Paul-Stéphane tout à l'heure sur cette question d'entrée qui nous permet de maintenir le pont relativement à notre série. Le profil, il est fondamental, mais comment garantir un bon profil face aux exigences des partis politiques?
Alors, à côté du profil et des exigences, moi j'ai envie de mettre beaucoup d'accent sur le dialogue social. Le dialogue social permet justement de créer un cadastre qui va donc donner la latitude à l'élu local de pouvoir travailler de manière efficiente pour les populations. Parce qu'il faut rappeler que l'intelligence ou la pertinence d'un élu local, ce n'est pas forcément ses études, mais c'est sa capacité à résoudre les problèmes qui sont posés localement. Donc le volet cadastre social également compte. Naturellement que, oui, il faut bien que la personne ait un minimum du sens du management, il faut que la personne comprenne à quoi renvoie la responsabilité, mais il faudra que le sillon soit tellement bien tracé que votre compétence devra être justifiée par vos résultats. Parce que si on ne prend que le niveau en termes d'intellect, en termes de potentiel, en termes de vécu, de CV, c'est une bonne chose, mais si vous ne parvenez pas à atteindre les objectifs à la fin, finalement, votre compétence ne doit pas servir à grand chose. Donc les deux vont ensemble. Votre compétence, oui, l'exigence d'un parti politique avec ses conditions, oui, mais il faudrait que le dialogue social soit la base, parce que qui gagne à la fin, ce n'est pas le parti par la qualité de son élu qui parle bien, qui s'exprime bien, qui peut peut-être bien tracer la route, mais c'est celui-là qui a écouté la communauté dans sa diversité, dans sa globalité, dans ses défis, dans ses challenges, et qui donc met sa compétence au service des solutions et non des relations ou juste son parti politique. Donc pour moi, les deux vont ensemble. D'accord. On accueille et jeune François Toundé. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'invitation. Ça va, le chat est parti de la gorge. Le chat commence à partir de la gorge. Présent, pas tout là, hier la voix ne sortait pas. Merci pour l'invitation. Ce plateau m'a beaucoup manqué. Et je suis content de le retrouver. Et je dis bon retour des vacances à mon épouse, qui a passé pratiquement un mois hors de Yaoundé avec les enfants. Je comprends pourquoi la voix est partie aussi. Je crois la joie. C'était l'émotion. Je voudrais comme ça saluer tous ces frères qui, n'est-ce pas, me disaient en privé qu'ils étaient un peu choqués, gênés de ne pas me voir venir défendre les couleurs de notre parti et même de notre localité. Je suis donc content de vous retrouver et j'espère aussi apporter ma contribution à cette belle thématique qui, n'est-ce pas, contribue effectivement à réfléchir sur la marche de notre pays. Vous êtes conseiller municipal. La réponse à la première question elle est un peu délicate pour vous. Quel profil? Est-ce que c'est important d'insister sur les profils, les bons profils? C'est important d'insister sur les profils. Et en même temps, vous comprenez l'embarras qu'il y a à parler des profils. Quand vous écoutez Stéphane et vous écoutez Dr Moïse, vous comprenez qu'il y a vraiment une difficulté. Personnellement, je suis pour les profils. Mais Dr Stéphane vous dit que le tout n'est pas d'être ancien fonctionnaire ou d'être diplômé. Faut-il encore avoir les résultats? Comment donc savoir les résultats à l'avance pour quelqu'un qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre? Moi, j'aurais pensé qu'on le ferait comme on le fait pour les médecins, que le diplôme d'abord suffit pour dire celui-ci a le profil. Donc quand vous avez été médecin, c'est comme on dit au départ pour vous recruter, c'est que vous avez un doctorat en médecine. Le reste, on verra après. Or, certains ont tendance à battre en retrait le fait qu'on soit diplômé. Moi, je n'ai rien contre un ancien préfet ou un ancien diplômé. Voilà toute la question. Diplômé dans l'administration, parce que la difficulté que moi je perçois chez nos maires, c'est la capacité à comprendre l'environnement administratif dans lequel ils évoluent. Lire les textes, produire des correspondances, interpréter les documents financiers, c'est souvent la grosse difficulté. Se projeter en termes de vision, c'est souvent la grosse difficulté. Et Stéphane vous l'a dit, ceux qui sont parfois médiocres ont du mal à accepter les compétents à leur côté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? En même temps, on vous dit, quelqu'un peut avoir le diplôme, mais au niveau du travail, il n'a pas de résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que tout en sachant, d'ailleurs, je le connais, pour avoir pris part au dialogue organisé par je crois que c'est les états généraux de la commune, pour avoir pris part, la question du profil de l'élu local avait été clairement posée. Je pense qu'on pense seulement du retard à aller vers cette décision, parce qu'effectivement, elle a des enjeux politiques. Mais d'un point de vue personnel, je suis militant pour un élu local qui a un profil, parce qu'on ne peut pas continuer à évoluer avec toutes ces personnes qui parfois ont du mal à préparer ne serait-ce que des éléments de langage qui peuvent tenir au cours d'une rencontre.
il faudrait bien qu'on ait le courage de décider d'un minimum de niveaux qui permettent de pouvoir être postulé à la fonction d'élu local. C'est d'autant plus important que le développement de notre pays en dépend. Dans votre développement, vous avez cité un des écueils qu'on évoquera tout à l'heure, le politique qui ne veut pas lâcher. Est-ce qu'on était donc prêt à entrer pleinement dans cette décentralisation? On aura Émile Messi tout à l'heure. Il est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il va nous retrouver juste derrière Viviane Andrea, qui est déjà là. Bonsoir Viviane. Bonsoir Jean-Jacques Seux et merci pour votre accueil. La journée se passe bien? Très bien, même si tout à l'heure, on a eu une découverte un peu bizarre. Une très belle découverte en fait. Non, elle est bizarre. Moi, je l'ai trouvée belle. Dans plusieurs sens, mais elle était bizarre quand même. Moi, je l'ai trouvée belle. En tout cas, on va garder ça pour nous. À part ça, ça va. D'accord, la pluie, ça va? Ça va. J'ai pu affronter la pluie et je suis là. Et je vais également dire bonsoir à votre panel. Bonsoir au docteur Mbok. Bonsoir. Commencez par le docteur Mbok. Parce qu'il a je suis tout en face. Ou c'est parce qu'il a le drapeau? C'est ça en fait. Je crois que c'est ça. Et puis il est en face. D'accord. Vous voulez dire que les jeunes n'est pas en face? Il est à l'extrême droite. Il est à l'extrême droite. D'accord, l'extrême droite. Docteur Mbok et Jeanne Toundé. Et puis Paul Stéphane. Oui, Stéphane, c'est mon ami. Voilà. Une déclaration. C'est plus fort là. Vous voyez que on s'est arrêté ce mois. Ah, Stéphane a pas vous déclaré. Ici, demande was quiet. Pourtant, moi, was crois que je la regarder tous les matins. Mais elle ne me connaît pas. Bonsoir Amy, bonsoir. Je crois que c'était avant, maintenant elle vous connaît, c'est bon. Voilà. Vous pouvez réagir le matin, par des messages. C'est ça, envoyez des messages de temps en temps, participer au thème et voilà, je crois que vous serez comme Stéphane. Vous screenshotez. Je suis en train de vous regarder. Regardez là pour la revue de presse, édition de ce soir. On commence par quoi? En effet, Jean-Jacques Zeux, on va commencer par un faux matin de Dieudonné Mveng qui s'intéresse aux prochaines échéances électorales justement. Avec un faux matin, nous découvrons ce grand titre à la une législative et municipale. Amadou Sardaouna au front dans le nord après plusieurs descentes dans les départements de la région. L'émissaire du chef de la délégation permanente régionale du comité central poursuit sa mission de mobilisation sur le terrain. L'objectif est de renforcer les troupes en vue des prochaines échéances électorales. Autre écho dans cette même dynamique politique avec le journal La Météo de Dieudonné Mveng, tri-hebdomadaire qui braque donc les projecteurs sur le département du Mfundi. Avec La Météo justement, on découvre ce titre législatif et municipal. Le Mfundi mobilise son état-major après les résultats enregistrés lors de la dernière présidentielle à Yaoundé. Les responsables locaux préparent déjà les prochaines échéances. L'objectif affiché est de conserver les acquis politiques dans ce département stratégique. Sur le même chapitre, Cameroun Tribune que gère Marie-Claire Nana s'intéresse à une question essentielle, celle des profils capables de porter les ambitions des partis. Le quotidien national dirigé par Marie-Claire Nana parle donc de l'équation de la ressource humaine à l'approche des élections. Plusieurs partis lancent des appels à candidature pour trouver des hommes et des femmes capables de défendre leurs couleurs. Le journal met donc en lumière le défi du choix des représentants et de leur capacité à convaincre sur le terrain. Et nous prenons une autre direction, cette fois-ci on va à l'Est avec le quotidien qui revient donc sur la mobilisation politique dans cette région. Le journal annonce en effet que le RDPC sonne la mobilisation dans l'Est du Cameroun. À Bertois, on y est justement avec ce séminaire régional d'orientation et de formation stratégique qui a réuni les responsables du parti au menu renforcement des structures de base, mobilisation des militants et préparation des prochaines échéances électorales. Autre dossier mis en avant par la presse cette soirée, voilà, c'est le mouvement au sein de l'armée, ce mouvement dont on parle depuis hier. Le mouvement est donc
analysé par le journal Le Messager. Et ce journal s'intéresse justement à l'armée et titre mouvement de l'armée avec sursis en treillis à travers une analyse de Cyril Chamba. Le Messager interroge les enjeux liés aux évolutions dans l'institution militaire, mais aussi les questions de confiance et de solidité des institutions. Direction à présent à Douala, où la presse s'intéresse à la sécurité des constructions. Le Mutation, justement, sonne l'alerte avec ce dossier. Effondrement d'immeubles, peur sur Douala. Le journal précise que 31 bâtiments à risque auraient été recensés dans la capitale économique. Les autorités annoncent des mesures pouvant aller jusqu'à la démolition des ouvrages jugés dangereux ou non conformes. L'économie occupe également une place de choix, une place importante dans cette édition avec EcoNews qui explique que face à la crise mondiale et aux contraintes financières, l'État durcit ses critères de sélection des grands projets. Le MINEPAT entend désormais renforcer les contrôles techniques et financiers afin de mieux maîtriser les coûts et éviter les surcoûts. Et dans la même rubrique, le quotidien de l'économie se penche sur la situation financière, n'est-ce pas, des grandes entreprises publiques. Le journal revient donc sur l'endettement de la Sonara, Camerco, mais également Camtel, sur une enveloppe globale de 319,6 milliards de francs CFA. Ces entreprises représenteraient plus de 90% de l'endettement recensé au premier semestre 2026. Et on passe là à une note plus encourageante avec le journal que gère Aman Mana, Le Jour, qui annonce une ligne de financement de 32,8 milliards de francs CFA destinée donc aux PME, initiative portée par African First Bank en partenariat avec la Société islamique pour le développement du secteur privé avec pour ambition de faciliter l'accès au financement des entreprises camerounaises. Avant de refermer cette revue, un détour par la santé et la jeunesse, bien sûr, sans oublier le sport. Émergence tire donc la sonnette d'alarme sur la situation du choléra. On est dans l'extrême nord, 800 cas et 25 décès annoncés. Les autorités sanitaires restent donc mobilisées pour limiter la propagation de cette maladie. Et du côté de la jeunesse, l'étudiant annonce le lancement des Jeux universitaires de 2026 du côté de Bolova, une compétition qui réunit étudiants et établissements autour de plusieurs disciplines sportives pendant 5 jours. Et pour conclure cette revue de la presse, InfoSport revient, lui, sur l'ouverture des FINAJU 2026 à Ebolova, marqué par une grande parade populaire mêlant tradition, culture et enthousiasme des étudiants venus des 4 coins du pays. Voilà. C'est la fin de cette revue de la presse. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous de m'avoir accueilli sur le plateau. De belles couleurs à Ebolova, une très belle parade pour ces Jeux universitaires. On espère que ça va bien se passer là-bas. On salue d'ailleurs le recteur de cette université et tous les COPS qui sont mobilisés là-bas à Ebolova. Merci. Vous y serez ? Difficile, on a un agenda assez compliqué. Entre Bagofit et Bolova, il va falloir choisir. Et là, vous imaginez bien. Le choix est fait. Le choix est fait. Et tout le monde a compris. On ne fera pas ce procès là. Le choix est fait. On peut vous comprendre. D'accord. Jean-Jacques, si vous me permettez, il faut quand même qu'on félicite Viviane. Vous savez, le dernier trophée, on n'a pas encore eu l'opportunité de le dire en Mondovision. Félicitations et bravo pour le travail que vous faites. Merci. Merci d'exister parce que le matin, quand on arrive de regarder la matinale, ça donne du peps. Surtout que je me rends compte qu'on danse bien, faut-il. Merci à vous. Je crois pas du tout. Danse là, elle est souvent intéressante. Je crois pas du tout. Merci. Ces danses-là, je ne crois pas du tout. Bon, il faut bien partir de quelque part. Hein. Mais elle danse bien, en tout cas. Et ces jeunes filles-là, je crois que ça va. Merci beaucoup. Et il y a le garçon aussi qui fait souvent la chorégraphie. Lui, c'est le boss. Hein. Michel Azégué. Michel Azégué, c'est un grand danseur attitré de la matière. Moi, j'évite de danser. Ah oui, dès que lui, il a fait la revue, allez, c'est bye-bye. Alors que c'est un grand danseur. La piste de danse n'est pas grande. On a vu les vidéos. Hein. Vous savez que si je déploie la pirogue inversée, mes touches de danse, mais pas de danse, voilà, des noms de baptême. La vidéo a fait le tour. Ça suffit. La danse du canard. Donc l'espace ne suffit pas. Ok. L'espace ne suffit pas. La prochaine fois. Merci au docteur Bock. Je vous apporte mon trophée demain si vous voulez. Naturellement. Vous voulez le voir? On va le placer là. Parfait. On va le placer là, ce trophée. Parfait. À demain. À demain. Même heure, même chaîne, même programme, même sourire. Et même humeur. Merci beaucoup. On retrouve donc nos invités derrière Viviane pour aborder cette thématique. Et puis à un moment, on appellera notre partenaire Plante de Vie. La question qu'on pose aujourd'hui, et Jean-François Toundé, est-ce que le Cameroun finalement était prêt
pour entrer pleinement dans la décentralisation? C'est une question très, très, très délicate. Mais ce qu'on peut dire d'entrée des jeux, c'est que si on rentre dans l'histoire institutionnelle du Cameroun, la commune commence pratiquement dans les années 1941. Et on passera de 41 à 51 avec des institutions communales. On a connu des communes urbaines et d'arrondissement. La commune rurale. La commune rurale. Et c'est pratiquement en 2004, en 1996, que les communes rentrent véritablement dans la phase constitutionnelle. On peut penser que cette longue trajectoire a contribué à préparer le Cameroun à rentrer véritablement dans la constitution, dans la décentralisation. D'autant plus que elle est une technique de gestion des États unitaires. Chaque fois qu'un État se veut unitaire, la technique appropriée pour mieux la gérer, c'est de pouvoir arriver à la décentralisation. Parce qu'elle confère aux élus locaux des moyens, des moyens évidents pour pouvoir parvenir à la gestion des questions de développement qui se posent. Donc, le Cameroun est vraiment prêt, ou alors était prêt à entrer dans la décentralisation. Mais on connaît des limites. Il y a des limites. Et parfois, je pense que ces limites sont le fait des hommes. On se retrouve avec parfois des individus qui sont plus puissants que les institutions. Quand bien même l'État a marqué une volonté au plan légal, au plan réglementaire, d'avancer vers un choix important comme celui-là, on va se retrouver malheureusement avec des blocages qui parfois sont le fait des humains. C'est en cela qu'on peut penser que le Cameroun n'était pas prêt. Mais sur la marche institutionnelle, sur l'évolution historique, le Cameroun a une longue expérience de la centralisation qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, 2004, où on commence avec les lois d'orientation communale, jusqu'en 2026, pratiquement 24 ans après, on ne peut pas penser que le Cameroun n'a pas fait ses classes pour pouvoir être véritablement un État décentralisé. Mais nous connaissons là où il y a les blocages. Les blocages sont au niveau humain, où on a du mal à accepter que certaines prérogatives qui étaient jadis gérées par l'État central soient, n'est-ce pas, déployées au niveau de la périphérie. C'est là toute la difficulté. Et je pense qu'il n'est pas tard, parce que c'est le chemin. On ne peut pas faire autrement qu'aller vers la décentralisation si on veut se développer. L'État central ne pourra pas, n'a pas pu et ne pourra pas apporter le développement au Cameroun s'il ne passe pas par la décentralisation. C'est une option irréversible de mon point de vue. Les limites que nous rencontrons doivent à tout prix être surmontées. Paul Stéphane, est-ce qu'on était prêt au regard de ces limites, de ces critiques, de ces lenteurs et pesanteurs? Les Camerounais étaient prêts. Parce que la décentralisation commence même... Le premier parti politique qui va parler de décentralisation, c'est l'UPC. Et Ruben Oumiobe, parce qu'il pensait justement qu'au regard de notre histoire et même de la composition du Cameroun, il fallait justement qu'on soit dans une décentralisation, mais pas la décentralisation qui nous est servie par le système en place. Ce sont les endocolons qui sont à la tête de nos États qui n'étaient pas prêts pour la décentralisation. Parce qu'il faut rappeler ici que la Constitution de 1996 est en réalité la conséquence d'un compromis. Parce que on a d'un côté ceux qui pensent qu'il faudrait qu'on retourne au fédéralisme, et il y a d'autres personnes qui pensent qu'on doit rester dans l'État concentré. Et le compromis qu'on trouve, c'est justement l'État unitaire décentralisé, qui est consacré en 1996. C'est l'un des sujets les plus débattus lors de la tripartite. Justement, le compromis, c'est donc que, comme on ne peut plus rentrer dans le fédéralisme et on ne peut pas rester dans l'État concentré, on doit aller vers l'État unitaire décentralisé. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte justement que une première fois, les collectivités seront consacrées dans la Constitution. Parce qu'il fallait véritablement marquer une volonté. Mais sauf qu'on va se rendre compte justement que ceux qui seront chargés
de mettre en œuvre cette décentralisation vont la saboter. Parce que ça, c'est un sabotage. Quand vous prenez l'article 5, alinéa 1 du Code des collectivités territoriales de 2019, en son alinéa 1 de son article 5, on vous dit la décentralisation consiste en un transfert par l'État aux collectivités territoriales décentralisées des compétences particulières, j'insiste, et des moyens appropriés. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle compétence qu'on transfère. On parle de compétences particulières et des moyens appropriés. Mais qu'est-ce que vous allez observer? C'est que ceux qui sont donc chargés de transférer ces compétences et les moyens, parce que toute compétence s'accompagne des moyens. Quand on parle des moyens ici, il y a l'argent, il y a le personnel, il y a la logistique, et j'en oublie certainement. Ils refusent donc de transférer ça. Ils font quoi? Ils vous transfèrent les compétences, mais ils bloquent les moyens. Et une fois que les moyens sont bloqués, vous ne pouvez pas exercer la compétence. C'est ça le problème de la décentralisation aujourd'hui au Cameroun. C'est qu'on vous transfère une compétence théoriquement, mais on bloque les moyens qui vous permettent effectivement d'exercer les compétences. Parce que quand vous prenez également l'article 18 alinéa 1, on vous dit que le transfert des compétences est exclusif. L'exclusivité d'une compétence signifie que quand on vous a transféré une compétence, vous êtes la seule personne à exercer cette compétence. Mais dans le même article, ils mettent un alinéa 2, où ils vous disent que il y a certaines situations qui peuvent justifier que le gouvernement lui-même gère ou exerce cette compétence. Et c'est cette exception justement qui vient remplacer le principe. Vous voyez que ça pose un problème. Ça pose un problème pourquoi? Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, ceux qui nous gouvernent, ils refusent justement de lâcher prise parce que en lâchant prise, ça fait que vous perdez en termes de pouvoir, vous perdez en termes de ressources, vous perdez en termes de beaucoup de choses. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils nous font du mal. Et je vais vous dire pourquoi ils nous font du mal. Parce que la décentralisation a 3 objectifs. Le premier objectif, il est politique. L'objectif politique, c'est de regrouper les communautés au sein d'une entité pour que ces communautés puissent vivre de façon harmonieuse. Et le deuxième et le troisième objectif sont liés parce que le deuxième objectif, il est économique et le troisième objectif, il est social. C'est d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Et si toutes les communes améliorent les conditions de vie des populations de leur commune, à la fin, c'est le Cameroun qui n'a pas de problème d'eau. C'est le Cameroun qui n'a pas le problème d'électricité. C'est le Cameroun qui n'a pas le problème de chômage parce que si tous les maires peuvent donner de l'électricité domestique à leur population, à la fin, c'est tous les Camerounais qui ont l'électricité. Si chaque maire peut donner de l'eau à ses habitants, à la fin, c'est tout le Cameroun qui a de l'eau. Et on ne va même pas chercher à savoir si le président a déjà fait 60 jours en Suisse, en Amérique ou en Macédoine. Parce qu'en fait, quand moi je veux de l'eau, je vais dire à monsieur le maire que monsieur le maire, je veux de l'eau. On t'a transféré les ressources et les moyens pour me donner de l'eau. Quand je veux de l'électricité, je vais dire à monsieur le maire, je veux de l'électricité parce que tu as les moyens. L'État te donne les moyens. Et je sors pour ma première prise de parole, toujours en démontrant les incongruités, en convoquant ici, toujours le code des collectivités territoriales décentralisées. Vous savez que dans ce code, on vous dit que l'année où l'État n'a rien transféré en termes de dotation de la décentralisation, c'est 15%. Mais l'État ne l'a jamais fait. Prenons le cas du budget de 2025 qui était de 7 700 milliards. On vous dit qu'en principe, quand on fait les calculs, en 2025, l'État devait transférer 600 milliards qui représentent 15%. Mais l'État n'a que transféré 303 milliards, 7%. Ils font quoi avec l'argent? Donc on vous dit que avec l'argent que vous avez là, vous prenez 85%, donnez-nous seulement 15%. Même les 15% là, ils n'arrivent pas à donner aux collectivités territoriales décentralisées. Alors, beaucoup d'écueils, beaucoup de difficultés notées jusqu'à présent. Docteur, c'est une question qu'on avait posée à l'époque où on entrait dans le multipartisme. Est-ce qu'on était prêt? Il y avait des classiques du RDPC qui disaient que non, on n'est pas prêt. Ils ont même voulu organiser des marches. Mais là, on est en décentralisation. On en parle depuis la tripartite, dans les années 90. Beaucoup d'années plus tard,
on n'est pas encore en train de voir cette décentralisation se mouvoir? Naturellement, parce que ceux qui ne comprennent pas qu'une nation a une trajectoire et que cette trajectoire est en fait habillée par son histoire, ceux qui auront l'impression qu'on ne peut rien faire, on ne peut arriver nulle part parce qu'ils n'ont pas compris que c'est une course de relais. Paul Stéphane a parlé fort à propos de compromis qui a été trouvé. Parce que dans notre histoire, on arrive à la Constitution de 96 parce que justement, on se rend compte que les politiques anciennes étaient désuètes. Elles ne parvenaient plus à satisfaire les populations. Et il faut donc trouver une solution. État unitaire, État fédéral, tout est mis sur la table. Et à l'issue de la réflexion, il y a donc la question de la décentralisation. Parce qu'on s'est dit, il est bien de penser le développement depuis la base. Et à partir de la base, on monte. L'idée était parfaite. C'était même la chose à faire. Mais vous voyez, Jean-Jacques, il y a 3 points. On a fait le premier point qui consistait à réfléchir sur la problématique. Le deuxième point qui consistait à prendre une décision. Et la décision a été prise d'entrer dans la décentralisation. On chope ici au 3e point qui est l'action. La mise en œuvre effective de la décentralisation. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir, quand vous échangez avec eux, quand on parle de la définition de la décentralisation, le premier mot qui vient, c'est le processus. On vous dit que c'est le processus de transfert des compétences. C'est-à-dire qu'on a réfléchi, on a pris une décision. Maintenant, dans l'action, on dit qu'on transfère les compétences. Et tout se joue dans le transfert, parce que dans le transfert, chacun prend le temps qu'il arrange. Quand vous êtes invité, certains viennent à 10h, d'autres viennent à 11h, d'autres viennent à 13h, parce que chacun a pris le temps de se préparer comme il a pensé. Et on a donc l'impression que l'action n'est pas concertée dans la dynamique qui devait entraîner naturellement la décentralisation. Parce que si elle était concertée, comme nous disons tout le temps sur les plateaux, que c'était pour le bien des populations, donc ça rencontre le pacte, le contrat social, que c'était bien même pour les élus, parce que ça laisse quand même un nom. Un dirigeant qui a bien travaillé, son nom reste dans l'histoire. Quand vous entendez aujourd'hui Jack Bauer, que vous connaissiez son nom fondamentalement ou pas, on se souvient quand même qu'il a redressé un peu le désordre camerounais où les gens garaient, ils faisaient un peu n'importe quoi. Quand vous allez à Douala, surtout dans la zone de Douala 2e, et vous dites Fampou, ça cogne. Parce que l'homme, c'était lui qui a mis Bonapriso, là, c'était désordre, il a mis de l'ordre. Fampou Dagobert. Fampou Dagobert. Le père de l'autre. Voilà, le père de l'autre. Donc aujourd'hui, le problème de la décentralisation, d'abord, à côté de tout ce qu'on va dire de manière technique, c'est un dialogue de sourds. Dialogue de sourds parce que le contrat social n'est pas écrit de manière claire pour la décentralisation spécifique, par exemple. C'est-à-dire que les besoins du centre ne sont pas fondamentalement les besoins du sud, de l'est, de l'ouest et ainsi de suite. Dans les 10 régions, il faudrait, si on veut qu'il y ait une action véritable, qui est d'abord un dialogue social. À côté du dialogue social, qui est un engagement personnel des partis politiques pour pouvoir pas briguer juste les mandats, mais atteindre les objectifs. Tout ça se définit dans le dialogue social. Votre succès, ce n'est pas le fait d'avoir tenu 7 ans. Votre succès, c'est le fait d'avoir atteint les objectifs qu'on vous avait assignés. S'il faut de l'eau, qu'il y ait de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, dégagez. Parce qu'il n'y a pas autre chose à présenter que ça. Comme donc, le processus est quelque chose qui est fondamentalement, qui relève de celui qui dirige, de celui qui décide. C'est là que, quand nous disons que vous êtes trop lent, et ils disent que nous sommes en train d'avancer. Vous voyez que c'est là qu'on a un problème aujourd'hui, un problème de sémantique. C'est que nous, quand on entend processus, on entend dynamique. Eux, ils entendent, on prend notre temps. C'est du progressif. Parce qu'il faut aller progressivement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met dans ce progressivement-là? C'est donc là que vous allez l'entendre sur du RDPC. Dit, mais non, on travaille, mais on est en train de faire ce qu'on fait. Ils vont développer tous les arguments, mais ils auront oublié qu'en fait, on est en train d'aller où? Parce que rien ne les oblige à quoi que ce soit, puisque rien n'a été écrit et défini depuis la base. Si donc, on est sérieux dans ce qu'on entend par décentralisation, tout ce que le politologue a dit, si on veut vraiment l'atteindre, Jean-Jacques, c'est là maintenant qu'après avoir défini les cibles, les profils entrent en jeu. Et les profils entrent en jeu pour un objectif qu'on peut qualifier et quantifier à la clé. C'est donc là que vous allez voir que notre premier sujet qui était le niveau de diplôme va ramener tout ce qui vont gérer les communes à la question du management, qui est une obligation
fondamentale, quel que soit le profil qu'on a à la base. Et c'est pour ça que cette école existe, Jean-Jacques. C'est pour que ceux qui ont été électroniciens, chimistes, tout ce que vous voulez, quand ils accèdent à ces fonctions, rentrent se recycler dans l'école de management, parce que manager les hommes, ce n'est pas manager le pétrole. Donc aujourd'hui, moi je pense, pour le jeune M. Tourné, que oui, on peut arriver à la décentralisation, mais il faudra qu'on écoute quand Paul Stéphane Mununga dit comment vous avez 100%, on vous demande 15%, vous ne donnez pas, sans que ça ne vous énerve. Parce que si ça vous énerve, vous avez déjà raté la dynamique de la décentralisation. Comment se fait-il qu'on dit que vous devez ouvrir le dialogue et expliquer aux acteurs de la décentralisation qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui coince, sans que ça ne vous énerve. Donc vous voyez qu'il y a une question de bonne foi, de volonté politique, et que cette affaire de processus-là soit définitivement réglée dans le temps et dans les réalités des populations. Sinon, on aura encore 40 ans dans le même processus. On accueille Émile Messi, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux amis que je retrouve sur cette table, bonsoir à tous qui nous regardent en ce moment. Vous entrez pleinement dans le débat. Je lis un ou deux messages pour vous le lancer. Bonjour, monsieur Jean-Jacques Zé et à tout ton panel. Pour entrer véritablement dans la décentralisation au Cameroun, il faut simplement arrêter avec la corruption. L'indice qui entrave le développement du Cameroun sur tous les plans, c'est la corruption. Les gens compétents ne sont pas recrutés comme il faut. Les influences culturelles sont à l'ordre du jour. Mais ce qui est servi, comme disait l'un des panélistes, est un leurre. Cela m'amène à mieux comprendre l'une des thématiques qui nous a toujours été posée au secondaire. Je cite, le Cameroun est mythe ou réalité. C'est Yves Legrand depuis Nkwaban qui envoie son message. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. Le pouvoir est très compliqué à partager. Même dans les États les plus avancés, le pouvoir central se réserve toujours une part du pouvoir, mais au Cameroun, on a une hyper-centralisation. Ici au Canada, je vois bien le code, le numéro, il y a toujours une bataille entre le fédéral et les provinces. C'est un combat perpétuel. Et au Cameroun, il faut donc combattre tout le temps et les collectivités décentralisées auront un peu plus de pouvoir. Robert depuis le Québec, bonsoir chers frères de ce côté-là. Jean-Jacques, bonsoir. La décentralisation est le compromis né de la tripartite arraché au forceps au RDPC. Sinon, comment comprendre que 30 ans après la déclaration de l'État unitaire décentralisé, les penseurs du RDPC convoquent toujours la progressivité? Abo qui envoie cette question. Les institutions prévues par la Constitution vont se mettre en place progressivement. C'est écrit, hein? Ce n'est pas une invention du RDPC. Mais on pense justement qu'il y a beaucoup de lenteur, de lourdeur depuis qu'on est entré dans cette décentralisation-là. Ça coince au point où beaucoup pensent que peut-être qu'avec nos habitudes, on n'était pas prêt à lâcher un peu, comme l'impose la décentralisation. Jean-Jacques, merci pour votre question, mais avant cela, vous me permettrez quand même de faire certaines clarifications. Sur la décentralisation? Sur la décentralisation, notamment bien entendu. Sur Stéphane. Puisqu'il faut dire que je suis quand même là depuis que j'ai suivi le débat. Oui. Vous avez fait du tour de table, j'étais là. Qui pense que les choix des maires au RDPC, bref, je ne sais pas de quoi ils parlent. Les gens s'intéressent aux activités du RDPC, mais pourtant le RDPC a des portes ouvertes. Je l'invite d'ailleurs à venir souvent assister même à nos réunions pour voir exactement comment ça se passe. Pour dire, il a dit clairement que le RDPC impose des maires à partir de Yaoundé. S'il vous plaît. Dans le village de ma mère, on a imposé le maire. C'est pour ça que moi je vais vous dire donc, c'est des choses que tout le monde peut pas. Il y a eu des bagarres parce qu'on a imposé le maire. C'est des choses que tout le monde peut dire au quartier. Ce ne sont pas des choses, ce sont des faits. Moi je suis un ancien conseiller municipal, un responsable politique de la base à des niveaux assez considérables. Voici comment ça se passe au RDPC. D'abord, l'élection du maire n'est pas une affaire de parti politique. L'élection des maires ou du conseil municipal est régie par la loi. Il faut d'abord le savoir. Stéphane Mundoua, c'est pas le RDPC ça devait qui fait les élections politiques parce que la loi nous sommes là pour clarifier des choses. Oui. Parce que tel que c'est dit, c'est comme si c'est le RDPC qui fait des élections des maires. On peut être candidat. C'est d'abord la loi. Permettez Stéphane, s'il vous plaît. Et c'est ça que je n'aime pas. Donc, lorsque donc, au RDPC, oui, on peut donc poser la question comment on choisit les conseillers au RDPC. Comment le RDPC investit
des conseillers municipaux. Parce qu'il faut dire qu'au terme de la loi, tout conseiller municipal, une fois élu, est potentiel maire. Il peut être maire s'il le souhaite. Alors au RDPC, il y a beaucoup de considérations. Il faut tenir compte du critère des états de service dans le parti. Il faut tenir compte de la représentation des sociologiques, des handicapés, des femmes, des jeunes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Au sein d'une commune, il faut tenir compte de ça. Tous ces équilibres-là, à l'intérieur du parti, sont considérés. Une fois donc le parti, si c'est élu par des élections qui peuvent être organisées par la loi, alors il y a ce qu'on appelle des consultations à l'intérieur du parti. C'est-à-dire un jour avant l'élection de l'exécutif municipal par l'autorité administrative, il y a toujours un délégué du comité central qui vient faire des consultations. Je parle en connaissance de cause. Où généralement, donc, on demande ceux qui sont candidats, que ce soit opposé de maire ou d'adjoint au maire. Et on procède donc aux élections internes. Une fois les élections terminées, on est astreint à respecter cela devant l'autorité administrative. C'est ce qu'on appelle la discipline du parti. Parce que le parti évite en sorte que le RDPC présente plusieurs candidats devant le préfet. Il faut le dire. Sauf que vous allez donc voir que certains vont outrepasser cela au nom de la loi pour venir de temps en temps déposer leur candidature. Et parfois, ils gagnent. Parce que c'est la loi qui l'impose, mais dans le parti, ça devient donc un cas d'indiscipline. C'est des choses qu'il faut clarifier. Donc le RDPC n'impose pas au sens strict du terme des maires. D'accord, merci de dire au sens strict du terme. Parce qu'il y a la loi qui encadre. Et vous avez vu des maires qui ont bravé la discipline du parti. C'est-à-dire les élus qui ont bravé la discipline du parti et sont consacrés à la loi et sont été élus. Ouais. Et ils sont en fonction. Ils sont sanctionnés. Ça, c'est le parti qui les sanctionne parce qu'ils ont bravé la discipline du parti. C'est des choses qu'il faut bien expliquer aux gens. Bon, maintenant, on peut revenir à la question. Je dois dire que, et c'est mon compatriote qui le disait, conseiller municipal, que l'histoire de la décentralisation ne commence pas seulement avec 96. Tout à fait. Ne commence pas avec la constitution du 18 janvier 96. Ou avec la tripartite. Nous avons une longue histoire de la décentralisation. La constitution de 72 pose déjà la décentralisation avec des maires qui ont une certaine gestion des affaires locales. Même si on va constater que c'était d'abord des administrateurs, c'est-à-dire les sous-préfets qui étaient des maires, et puis on a commencé à les nommer, on va donc se rendre compte que c'est la constitution donc du 18 janvier 96 qui donne donc les leviers à la décentralisation en consacrant notamment des structures de celle-ci, à savoir un parlement à 2 chambres, c'est-à-dire la chambre haute consacrée à la représentation des CTD et maintenant la région qui n'existait pas, puisque les mairies existaient depuis. Et les premières élections dans le cadre de la décentralisation, c'est effectivement en 1996, c'est-à-dire janvier 1996, qu'on a donc organisé les élections dans les maires. Ça, c'est avant la Constitution. Hein. Ça dit qu'on va aux élections pluralistes. On ne parle pas encore de la loi. Et depuis ce temps-là, la Constitution ayant consacré la décentralisation, nous faisons du chemin. Les premières lois sur la décentralisation arrivent en 2004. 2004, 2008, 2009. Et vous verrez donc que le Sénat est mis en place en 2013. Avec tout ce que vous savez. La région, c'est en 2020. Qui clôture donc l'instrument de la décentralisation. Aujourd'hui, le code de collectivité de 2019. Il faut dire, Stéphane, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Lorsque vous dites qu'il y a des compétences qui sont transférées sans moyens, c'est extrêmement grave. C'est grave ou c'est pas vrai? Voici ce qui se passe. La loi a consacré des domaines de compétences à transférer par des administrations. Des compétences spécifiques. Spécifiques qu'il faut transférer. L'a dit. Mais le transfert réel est une autre chose. Attends, il y a du virtuel dans le transfert et il y a le réel. Le transfert réel, c'est quoi? Je vais vous prendre un exemple. Vous savez qu'avec cette décentralisation, les régions devraient gérer l'enseignement secondaire. C'est écrit.
Est-ce que ces compétences ont été transférées? Est-ce qu'il y a une administration locale, au niveau régional, qui peut recruter un enseignant, le payer? Est-ce que ça existe encore? Voilà une compétence qui n'est pas encore transférée. Pourtant, Pourquoi? pour donc dire à Stéphane La question est de savoir pourquoi on c'est n'a pour pas ça fait. donc que je veux d'abord dire à C'est Stéphane une question de moyens, permettez, j'évolue. Mm. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas transférer une compétence au sens strict du terme et on ne transfère pas les moyens. Les 15%, il faut que ceux qui nous suivent comprennent cela, comment ça fonctionne. Les 15% que consacre la loi de 2019 est fonction des compétences transférées. C'est-à-dire que c'est simple. lorsque une compétence est effective, C'est là-bas qu'on a pris. c'est dans ce temps-là donc qu'on défalque dans le budget. Non, c'est ça. Moi, je sais, je pratique ça chaque jour. C'est pas de l'argent qu'on donne au maire sur la base de rien. Jean-Jacques, vous comprenez? Donc, la question aujourd'hui, donc, c'est le niveau réel de transfert des compétences. Pourquoi ça coince? Pourquoi ça bloque? C'est là tout le problème. Quand je vous prends l'exemple des enseignements secondaires par la région, je peux également prendre pour l'éducation de base. Par les communes. Qui se limite jusque-là à recevoir le paquet minimum. Or, au regard de la loi, c'est un ensemble de compétences. Ils peuvent créer des écoles, recruter, former même. Mais est-ce que c'est fait? Ce n'est donc pas fait. Pourquoi? Parce que ces compétences spécifiques ne sont pas transférées, justement. Elles ne sont pas transférées. C'est ce qu'on veut savoir. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas transférées? Le problème donc maintenant, c'est l'administration centrale. D'accord. L'administration centrale, je le disais quelque part hier, Qui ne veut pas transférer. nous sommes encore dans les vieilles habitudes. Voilà. Ben, là, on se retrouve. C'est-à-dire dans l'État central. Mais ne manipulez pas les gens en disant... Là, vous avez tout dit, là, finalement. Non, Jean-Jacques, n'essayez pas de diluer mon message. Je suis trop clair. Parce que Émile. Stéphane Mounouga, lorsqu'il vous dit que c'est à peine 300 millions qui sont transférés, je ne sais pas C'est combien. les chiffres. C'est le degré de transfert des compétences. Pas vrai. C'est ce qu'il faut donc comprendre. On ne transfère pas 15%, je crois d'ailleurs, devant un conseiller municipal qui comprend exactement ce que je dis. Si on ne vous a pas transféré une compétence dans un domaine spécifique, on ne peut pas vous donner cet argent. On veut d'abord marquer une pause sur cet aspect. Maintenant, non. Émile, C'est ça m'intéresse. On veut marquer une pause sur cet aspect, sur les 15%. Lorsqu'on écoute justement Émile, c'est que c'est en fonction de la compétence qui a été transférée qu'on applique les 15%. C'est ça qu'on retient. Contrairement à d'autres. Permettez qu'il a juste la parole à Il faut apprendre. Comment tu peux dire que ce n'est pas vrai? Ne dites pas qu'il faut apprendre. Non. Là, je vous l'enseigne. S'il vous plaît, une personne à la fois. Non, nous sommes dans un cadre... En fait, nous sommes dans un État. Nous ne sommes pas dans un parti politique. Nous sommes dans un État qui appartient à tous les Camerounais. Et quand une loi est énoncée, elle est centrale, elle est principale. Et les procédés ou les lenteurs ou les faiblesses de l'administration sont secondaires. Ne peuvent donc pas être au-dessus de la loi. C'est pour expliquer quoi? Pour expliquer que votre affaire de 96 jusqu'en 2025, ça n'a pas de sens. Essayez de dire... Qu'est-ce que j'explique là? Qu'est-ce que j'explique? Monsieur Messi, parce que là, il faut qu'on se comprenne bien. qu'on se comprenne très Votre bien. histoire de 96, Vous expliquez comment il fallait qu'on aille doucement, qu'on aille méthodiquement, intégrer déjà que ce n'est même pas normal que vous ayez pris autant de temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on est clair qu'il faut transférer des compétences. Dans les fonctions, il y a 4 piliers. Premier pilier, transfert de compétences, dont les pouvoirs sont précis. Deuxième pilier, la collectivité doit être une personnalité morale. Donc, qui peut rester en justice, qui peut signer des contrats, qui peut prendre des décisions, qui peut employer. Elle a une libre administration. Attendez, une libre administration. Vous dites que c'est effectif et finalement, ce n'est pas transféré. Ça n'a pas de sens. Votre commune, par exemple, donc, ça n'a pas de sens. Ne dites pas une chose de son côté. Nous sommes ici pour construire. On vous a laissé parler. Vous allez parler. On vous a laissé parler. La construction ici, et c'est là qu'on a souvent un problème avec vous. C'est quand on vous dit que voilà ce que les Camerounais ont entendu de ce que vous avez dit. Vous dites non, ce n'est jamais ce qu'on a dit, mais au fond c'est un peu ce qu'on a dit, mais on ne sait même pas ce qui se passe trop. Est-ce qu'il se passe ici aujourd'hui? Monsieur Messi, nous vous disons, quand on parle de transfert de compétences, on n'a pas dit qu'on va voir comment on peut faire ça un jour. On a dit on transfère. Ça veut dire que ça doit prendre effet. Pourquoi ça ne prend pas effet? C'est ça notre problème. Si vous constatez que la machine est lourde, changez-la.
Si vous considérez que ça traîne, changez, ne venez pas expliquer ça. C'est ça qui énerve les Camerounais. Donc quand M. Menunga dit ce que je sais aussi, parce que nous parlons aussi avec les maires, qui vous disaient que non seulement on ne transfère même pas les compétences, et ce que vous dites là, en termes numéraires, ce n'est pas vrai, parce que eux, sur le terrain, ce n'est pas ce qu'ils vivent. Vous pouvez avoir une idée de la logique de ce qui est supposé être fait dans ce transfert. Et votre idée est réelle. On est supposé transférer les fonds en fonction de la compétence. Je suis d'accord. Mais seulement sur la pratique des maires aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, monsieur Messi, c'est un conseil municipal qu'il faut parler. Non, mais c'est pas vrai, on parle avec les maires. Comment ils nous suivent. Je vous dis que le problème n'est même pas au niveau. Votre problème. Le problème n'est même pas à ce niveau. Faites des débats sur les plateaux de télévision. Le problème n'est C'est pas ça, rapport avec ce qui se passe sur le terrain. Émile, tout le monde est sur le Comment terrain. vous vous focalisez sur ça? Vous dites ce que vous pensez, il dit ce qu'il pense. Très et puis, bien. il y a des gens qui Au-delà de la pensée, c'est là le vécu. vécu. Non, quand vous parlez et qu'on essaie de vous aider, Il y a le vous vécu. énervez. Vous n'avez pas de Et les gens de vous la suivent. colère. Donc quand vous Laissez qu'ils se les gens trompent. vous- Parce que les gens voilà. suivent. Laissez qu'ils se Laissez que trompent. les Et gens qu'ils nous assument. suivent. Voilà. Donc, comme vous dites là qu'on ne vous interrompt pas, ne nous interrompez pas aussi, je vous en prie. Parce que nous parlons du Cameroun, pas du RDPC. Mais vous parlez plus du RDPC que du Cameroun. Sortez du RDPC. Venez dans le Cameroun nous trouver parce que c'est là qu'on vit. On ne vit pas au comité central. On vit dans la nation, dans la République. Et nous vous disons donc que vous ne pouvez pas annoncer dans un programme qu'on va décentraliser. Ça veut dire que vous n'aurez plus envoyer vos enfants très loin. Parce qu'on va créer des écoles. On va créer des hôpitaux. Si vous ne comprenez pas ça comme ça, on aura un problème. Qu'on va créer des conditions de sécurité. Qu'on va créer des emplois. Parce qu'on donne une autonomie à notre gouvernance locale pour s'autodéterminer. C'est ce que vous nous annoncez dans le programme. Maintenant, vos problèmes de mise en œuvre, monsieur Messi, ça ne nous concerne pas. Parce qu'on estime que vous êtes suffisamment compétent pour faire le travail. Si vous venez essayer d'expliquer ce que nous on attend, on ne va pas s'entendre à ce niveau-là. Et c'est ce que vous devez intégrer et comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus au niveau de 5%, 10%, 20%, transférer les compétences ou laisser cette affaire. Tel que c'est prévu. Tel que c'est prévu. Conseiller municipal. Oui, Jean-Jacques, je voudrais effectivement réagir pour dire qu'effectivement, il y a d'abord même une compréhension de la notion de la décentralisation. Oui. On ne la comprend pas de la même manière. Pourtant, Voilà on devrait. pourquoi Pourtant, on devrait. on devrait, devrait. mais je vous ai dit au départ, et seuls ceux qui ont la pratique juridique pouvaient comprendre de quoi je parlais. Vous comprenez Vous que... êtes en même temps juriste. Vous comprenez que pour parler de la décentralisation, Stéphane l'a lit dans la loi de 2019, ce que moi je ne ferai pas. Vous comprenez que quand docteur Soyez Moïse... explicite, hein, soyez Oui, j'en viens. Pas de 2019. Oui, il a défini que l'article général. 19 dit que D'accord, le code il général faudrait des qu'on comprenne une chose. Et vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, mais je ne sais pas si on se comprend. Décentralisation égale technique de gestion de l'État unitaire. Elle a trois caractéristiques. décentralisation égale technique de gestion de l'État unitaire. C'est pas les... C'est comme ça qu'il faut comprendre Vous juridiquement. nous expliquez. Non, Ça expliquez veut dire que expliquez bien. quand on dit, quand on va on, comprendre cette affaire. vraiment, je vais expliquer. On fuit le côté unitaire. Quand on dit que, Même ça commence. quand on dit qu'un État est décentralisé, Oui. Oui. ça veut dire qu'il a choisi une technique de sa gestion parmi tant d'autres. L'État a deux techniques de gestion. L'une est déconcentrée, l'autre est décentralisée. Pour dire que ce n'est pas en 2019 qu'on invente cette manière de gérer l'État. Quand on a compris ça, c'est important. On n'a pas encore compris. Lorsqu'un État existe, Oui. lorsqu'un État existe, lorsqu'il n'est pas une fédération et qu'il est un État unitaire, la technique qui l'accompagne pour sa gestion, on en a deux. Soit la déconcentration, Oui. soit la décentralisation. Est-ce qu'on est sorti de la déconcentration? On n'est pas sorti, Donc, mais on a ajouté une D'accord. technique dans le zone qui est la décentralisation. Pour expliquer C'est pour dire quoi? Pour dire que le Cameroun est décentralisé, il faut aller voir les trois critères qui rentrent dans cette technique de gestion. Un, c'est le choix de ses dirigeants à travers le vote. Deux, c'est les ressources propres. Trois, c'est la capacité d'ester en justice dans la personne morale. Oui. Ces trois critères existent au Cameroun. Si ces trois critères étaient valablement mis en place, on ne serait pas en train d'avoir le débat
sur le transfert, sur le transfert des ressources. On est d'accord. Parce qu'en réalité, une commune est censée, selon les critères qui font la contradiction, d'avoir ses propres ressources. Très bien. Et il y en a qui se développent sur la base de leurs propres ressources. La difficulté au Cameroun, c'est que, compte tenu de l'environnement, la conjoncture nationale, l'État, et même pas seulement au plan économique, même au plan technique, les communes n'ayant pas les ressources techniques nécessaires, humaines, l'État doit venir en appui. Voilà pourquoi elle doit se dessaisir de ce qu'elle aurait pu continuer à faire si les communes avaient été pleinement autonomes. Qu'est-ce qui empêche qu'elles soient autonomes? Parce que nous commençons un processus où elles n'avaient pas encore pas les moyens, c'est ça. Donc, 96. L'approche donc progressive voudrait que, sachant qu'il y a des lacunes au plan même technique, que l'État continue à accompagner les communes jusqu'à ce tout à fait. Comme ça, le problème, cautionner la lenteur, mais il faut comprendre que au Cameroun, la centralisation est effective. Et elle ne l'est pas. Elle est effective. Pourtant, j'ai décrit en quoi J'ai décrit en quoi elle consiste que vous avez évoqué. Réaction d'abord de Paul Stéphane. Aimé, vous n'avez pas la parole. C'est le tour de Voilà. C'est un débat quand même. Oui, c'est justement. Moi, je regrette ce qu'il veut dire. En matérialisant, vous refusez. Non, vous allez garder ça, vous allez le dire. C'est qu'il y a quand même. Vous allez le dire. Non, c'est pas vous qui guidez le débat. D'accord. Allons-y, Paul Stéphane. Je vais commencer par dire qu'on ne peut pas revenir sur les lois antérieures parce que le code de 2019 vient abroger toutes les autres lois. Toutes les autres lois. Il faut faire l'histoire quand même. Non, je ne me pose pas ce que tu dis. Il faut faire l'histoire. On est dans le droit. Je vais parler de l'histoire sans toucher la question on est dans le droit. Parce que la dernière Je ne peux pas venir décision- citer les textes de 2004 alors qu'il y a un code de 2019. C'est pour ça qu'il faut que je me réfère au code de 2019. Si le code de 2019 n'existait pas, je me serais référé au texte justement de 2004 Précédent, tout à portant orientation de la décentralisation. Exact. Et le code de 2019, c'est en réalité une compilation de toutes les lois qui existaient déjà. Donc il n'y a rien de nouveau dans le code de 2019. C'est la précision qu'il faut d'abord apporter. D'accord. Et maintenant, quand vous lisez donc encore ce code de 2019, en ce qui concerne la dotation, ce que Émile Messia a dit là, ce n'est pas ça. Ceux qui sont à la maison peuvent ouvrir le code. Article 25, alinéa 1, on vous parle de la dotation. Alinéa 3, on vous dit que cette dotation ne peut être inférieure à 15%. Point. Tout ce qu'il a ajouté là, ce n'est pas dans la loi. On a eu l'impression, on veut tous comprendre. Hein, La loi est claire. que cette dotation est segmentée en fonction des compétences. Non. Ce n'est pas Elle ne devrait pas être inférieure. Donc, le minimum, c'est 15%. 15%, mais quand on prend même 2025, c'est 7% qu'on a doté On n'est les pas encore collectivités arrivé à 15. territoriales. Je ne sais pas pourquoi. On n'a jamais atteint 15% du budget de l'État. La loi vous dit que même si vous faites comment monter, vous descendez, Ça doit la être dotation ne doit pas être inférieure à 15%. Ça veut dire que la loi vous oblige même déjà à transférer les compétences qui correspondent à 15% du budget de l'État. Parce que quand la loi vous dit que la dotation ne doit pas être inférieure à 15%, ça vous oblige à transférer les compétences qui correspondent au moins à 15% Encore qu'elles existent. de la dotation. Elles existent. Et quand on parle de compétences dans les communes, non, il n'y a pas un problème de compétences dans les communes. Il y a un problème de moyens. Si vous donnez les moyens aux maires, ils vont recruter des ingénieurs qui peuvent payer à 700 000 le mois, à 800 000 le mois. Mais s'ils n'ont pas les ressources financières, comment vous voulez qu'ils recrutent les ressources humaines qui peuvent apporter de l'ingéniosité dans les communes? Vous voyez qu'en La réalité, logistique technique, elle est là. il faut les moyens pour avoir la logistique. Il faut donc un transfert. Tout ça, c'est les moyens. Il faut les moyens. Donnez-leur 15%. C'est vous qui devez faire le Donnez les 15% et après juger dans les maires. C'est Vous ça. ne pouvez pas juger les il maires a alors dit que dans vous le retenez les ressources au niveau de l'État central, mais vous passez le temps à juger les maires et vous ne dites même pas la vérité aux populations qu'en fait, ce n'est même pas trop les maires les problèmes. Le problème, ce sont les ministres. Si on prend justement le cas de l'enseignement secondaire qu'il a évoqué, qu'est-ce qui coûte à l'État de transférer le budget de l'enseignement secondaire au président des conseils régionaux? Puisque c'est le conseil régional qui doit gérer l'enseignement secondaire, ça veut dire qu'il y a un ensemble de ressources que le ministre ne doit plus gérer. Oui.
S'il ne transfère pas. Il y en a. Est-ce qu'on demande son avis? Est-ce qu'on a son avis? Oui, c'est ça le problème. Ce n'est pas transféré. Non, il y a des individus. Sur la question, pourquoi est-ce qu'on ne transfère pas? Est-ce qu'on demande l'avis du ministre? Est-ce qu'on va se mettre à genoux ou dire que les maires sont Dara, pardon, transférés? Est-ce qu'on doit arriver à ce niveau-là? Maintenant, c'est vous qui avez la parole. Répondez. Le dernier conseil de la décentralisation, on sait. Moi, je suis cette actualité. On a même donné des délais. Nous qui suivons cette actualité, chacun d'ici sait qu'on a donné un délai. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais attendez, nous sommes là pour faire le débat. Nous ne sommes pas là pour chercher des boucs émissaires, pour accuser qui que ce soit. Non, nous faisons un débat. On va accuser. Sinon, ce n'est pas un débat. Moi, je ne suis pas juge pour la faut qu'on on va dire. C'est pas à vous de la on a repéré le problème. Allons-y. Il faut dire donc que là, il m'a rejoint. Parce que lui, dans son esprit, c'était que les 15%, on devait segmenter le budget en 15%, on balance. Que non. Les 15%, justement, si ce n'est pas encore totalement 15%, c'est le degré de compétences transférées qui sont effectives. Bon, maintenant, le souci, c'est que toutes les compétences, comme lui-même vient de le dire, que ce soit à l'enseignement secondaire, qu'au primaire, est-ce que le maire a la possibilité de recruter, dans le cadre de sa commune, un instituteur, de former, on va même jusqu'au programme. Les programmes scolaires, la question de sa capacité ne se pose. Ça veut donc dire que tant que le ministère de l'Éducation de base est à Yaoundé, qui fait encore des programmes, qui nomme encore jusqu'au directeur de paradoxe. C'est ça, comment le... C'est ça dans le paradoxe. Oui. Nous constatons donc que... On n'est pas seulement sur les constats, tout le monde l'a constaté. Nous constatons mais pourquoi est-ce qu'on fait ces constats? Ça coince où? La valeur donc de ce débat est que, je le disais quelque part, j'étais avec lui, on dit que les habitudes ont la peau dure. L'État central, qu'on le veuille ou pas, a été habitué à fonctionner avec le maximum de compétences avec lui à Yaoundé. Mais la direction ou alors l'orientation est irréversible. Ça prendra du temps que ça prendra, mais on y arrivera. Pour dire aujourd'hui que la décentralisation ne coince pas. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a dit. Finalement, on dit quoi donc? Le chef de l'État l'a dit. Oui. Là aussi, je peux vous dire, beaucoup ont vu en la décentralisation une façon pour les CTD de gérer désormais le budget de l'État. Ce qui n'est pas totalement le cas. Tout à l'heure, il a évoqué le problème des ressources propres. Quelle est la capacité des maires? C'est une autre problématique. C'est une autre problématique. Nous sommes dans la décentralisation. C'est une autre problématique. Nous sommes dans la décentralisation. Cet aspect de nous sommes dans la décentralisation. La question qu'on est en train de poser. Parce que tout laisse croire que les 7 000 milliards de budget donnés d'abord gérés par la question à partir des hommes communs. L'État donne sa part. Lorsque l'État aura donné sa part, on aura plus d'arguments. Les communes doivent être productives. On est d'accord. Le développement local doit avoir d'abord un plan stratégique. C'est pour ça que le maire aujourd'hui doit avoir une vision de leur commune avant de faire le procès. Les communes pourraient même aider l'État dans l'avenir. Voilà le vrai problème. D'accord. On va dire. Si aujourd'hui on se limite à ce que l'État qui construisait des salles de classe et transfère les mêmes moyens aux communes pour construire les mêmes salles de classe, nous disons ce qu'il disait que c'est une technique de gestion. Et cela donc bloque le véritable ancrage de la décentralisation. On est d'accord là-dessus, mais il faut rappeler justement que ce qui fait problème aujourd'hui, ce qui fait problème, c'est que les maires eux-mêmes doivent être créatifs. La loi a dit qu'on doit transférer, on ne transfère pas. Vous-même vous dites qu'il y a des gens qui sont dans les vieilles habitudes, qui sont dans les vieilles habitudes, et vous sautez directement pour aller parler des ressources propres. On en fera un débat sur les ressources propres. Oui, moi je voulais rapidement parce qu'on va enchaîner. Je voulais rapidement rappeler que la décentralisation n'est pas un abandon de l'État central. C'est un encadrement de l'État central. Donc quand on a formé les institutions de l'école normale et autres, l'État sait qu'on a 10 personnes, l'État doit envoyer ces 10 personnes parce que c'est la loi qui l'impose. C'est des choses vraiment simples. On est en train de faire comme si on complique la vie. Toutes les ressources appartiennent à l'État. L'État maintenant sait que je dois envoyer.
et j'ai l'obligation d'envoyer. Ce n'est pas les ressources qui manquent, ni matérielles, ni financières. Quand l'État n'envoie pas, le message que vous envoyez au monde, c'est que nous ne sommes pas un État de droit. Parce que l'État lui-même doit respecter ses lois. Si ce n'est pas fait, peu importe l'explication que vous donnez, soit vous êtes entouré d'incompétents qu'il faut enlever, soit vous êtes complice et vous ne voulez pas faire ce qui doit être fait. Donc vous nous avez menti, vous avez annoncé un État unitaire, décentralisé, mais qui n'est qu'un État unitaire et qui est concentré. Donc aujourd'hui, la bonne foi, ce n'est pas le discours, ce n'est pas les paroles, c'est les actions que vous êtes obligés de poser aujourd'hui de manière concrète sur le terrain. Même ces maires-là, aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte, Jean-Jacques, que le maire, même ces petites ressources que nous connaissons avec la dernière loi, donc le maire, la mairie collecte ses impôts et vous venez encore prendre au nom du ministère des caisses de l'État. Finalement, l'aberration, c'est que vous accusez les maires pour rien. Un maire ne peut rien décider sans remonter à Yaoundé. Il y a une entourloupe qu'il faut que vous puissiez définitivement traiter sans croire qu'on fait un procès à des individus ou à des gens. On veut que le Cameroun se porte bien, c'est tout. D'accord, on revient à vous tout à l'heure, le temps d'honorer un de nos partenaires. Bonsoir Jean-Jacques Zé, très belle émission. Le problème de la décentralisation, c'est que le RDPC adore la roublardise. Les militants de ce parti se prennent pour les sages savants. La loi est claire, ils veulent mettre le pays sous leur contrôle, tout simplement. Ils font les lois et mettent tout sous le dos du président. Ils imposent tout, les maires, les super-maires et tout. Ils le font exprès. Le ministre est un dieu dans ce contexte-là. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Chaque fois que je vois M. Messi, je pense au ministre de la communication de Mobutu, le roi du Zaïre. Ce personnage qui vient nous dire que le président gérait seul, alors qu'il défend aujourd'hui l'indéfendable Jacques depuis PK8. Merci Jacques. Les peuples aujourd'hui aimeraient gérer leurs affaires et de leurs propres mains que de laisser mieux faire par d'autres. Et j'ajoutais qu'ils avaient raison, car c'est la seule manière d'apprendre et à le faire. C'est ainsi qu'Arguet Thiers, traitant de la décentralisation, Monsieur Jean-Jacques Zé, ce n'est pas le Cameroun qui n'était pas prêt, c'est que la caste qui est des acteurs pilotant ce projet pourtant salvateur qui était la décentralisation freine des 4 fers le transfert de compétences et les ressources vers les CTD. Comment comprendre qu'une technique de gestion administrative assumée depuis des décennies peine à être implémentée sous le prétexte d'une fallacieuse argutie d'un processus qui serait progressif? Et que dire de la violation criade de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des CTD? Je ne citerai ici que l'article 390 du dit Code qui prévoit explicitement l'ensemble des recettes fiscales et non fiscales qui devraient être non seulement administrées, recouvrées et gérées, mais fort rebutant, nous a été constaté qu'au Cameroun, la pyramide des normes de Kelsen est tout simplement bafouée. L'arrêté d'un ministre des Finances peut violer les dispositions légales, mais tout, c'est un peu long, Emmanuel, depuis Jouvence, on a retenu l'essentiel. Pour moi, la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, cet article avait pour mission de transférer les compétences et les 15% en termes de centimes additionnels communaux, sauf qu'en pratique, cela ne se fait pas. Du point de vue de la fiscalité locale, en termes d'entrée des impôts directs, les maires doivent en réalité 70% des impôts et taxes, mais aussi, il faut comprendre que l'État veut vendre la chèvre tout en maintenant la corde. C'est l'enseignant fiscaliste comptable Vincent Atiba, depuis le quartier Van ici à Yaoundé. Très rapidement, on accueille notre ami de Plante de Vie, Lema Kouma. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à ton magnifique panel cet après-midi. On respire un peu avec des nouvelles de santé. Tout à fait, c'est pourquoi je suis encore là cet après-midi pour parler de santé à base de plantes médicinales, à base de plantes naturelles. Ces plantes-là qui apportent le bonheur aux personnes qui sont victimes
des MST, IST et bien d'autres maladies encore, à savoir les couples là qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer, les femmes là qui ont les problèmes de myome ou des fibromes et des kystes ovariens. Avec le produit King Fimic 24, la solution, ces femmes là auront désormais la possibilité d'être appelées maman. Les messieurs là qui ont les problèmes d'azospermie ou d'oligospermie, avec le même produit King Fimic 24, la solution, vous aurez désormais la solution à vos problèmes liés à la santé de reproduction. Pour des personnes qui sont victimes de chlamydia, MST, IST et même de syphilis, d'herpès génital ou d'herpès buccal, avec le produit King Fimic 24, la solution, vous avez la solution. Vous avez des symptômes tels que la mauvaise odeur corporelle, la mauvaise haleine, la mauvaise odeur même au niveau de l'appareil génital. Le produit King Fimic 24, la solution, vous apporte des solutions. Vous qui avez des problèmes de démangeaison, parce qu'il y a souvent des personnes qu'on va voir avec la main dans la poche, on va croire que non, c'est pas élégance, que non, la personne a déjà percé toutes les poches de ses pantalons, parce qu'en bas là-bas, ça démange vraiment, ça donne vraiment. On dit à ces personnes-là que ne vous dérangez plus. Rendez-vous du côté de chez Plante de Vie pour avoir la santé que vous méritez, parce que vous ne méritez pas de souffrir au quotidien de la sorte. Le produit King Fimic 24, la solution, vous apporte les solutions. Quand on dit King Fimic 24, la solution, c'est pas pour dire que nous traitons le chlamydia en 24 heures. Non, c'est pas possible de guérir du chlamydia en 24 heures. Mais seulement si vous avez les symptômes apparents, en 24 heures, ces symptômes-là vont disparaître et le traitement va suivre son processus normal et sur une période bien déterminée. À côté, nous avons notre produit, le Rhumatox. Ce produit-là qui concerne des personnes qui sont victimes d'arthrose, victimes de nerfs sciatiques, victimes de rhumatisme et victimes même de la goutte. Pour des femmes même qui ont eu des accouchements difficiles et depuis son accouchement, depuis leur accouchement, elles ressentent des douleurs au niveau du bassin ou bien au niveau de la colonne vertébrale. Elles sont obligées de porter des ceintures réparatrices. On dit à ces dames-là, chère maman, chère dame, vous avez donné la vie. Ça ne sert à rien donc de souffrir. Après avoir donné la vie, vous allez venir à Plante de Vie prendre votre produit Rhumatox. Ce produit-là qui a pour rôle principal de renforcer les os, de renforcer le cartilage et il renforce même le système immunitaire. Même des personnes qui ont des os qui se rongent ou bien qui s'usent, le produit Rhumatox vous concerne directement. Des personnes qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, on vous dit, chers parents, chers grands-parents, le Rhumatox vous concerne directement. Ici à Yaoundé, nous sommes situés au quartier Kondongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Là, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem. Nous travaillons tous les jours de lundi à lundi. Dès qu'il est 6h, 7h du matin, nous sommes ouverts jusqu'à 17h, 18h de l'après-midi. Et à côté, n'oubliez pas que le produit OpenSex est toujours disponible. Ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour les muscles qui sont petits en bas. Et chers parents, évitez la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Jean-Jacques. Merci beaucoup les Makoma d'être passé par ici. J'espère que les produits sont décentralisés. On a appris qu'il y a... Non, c'est décentralisé. Il y a les expéditions qui vont jusqu'à Bondom, à Bomban, partout dans le Cameroun et même dans le monde entier. Nous, on fait les expéditions partout, sans retenir. Très bien. Allez, merci d'être passé par ici. Bonsoir, monsieur Zé, et à tout votre panel. Dites-moi, quelle est la responsabilité de monsieur Biya au Cameroun? Tout le monde est coupable, sauf lui. C'est quand même incroyable. Jean, depuis Libreville, qui envoie ce message. Bonsoir. J'ai pitié de monsieur, mais pourquoi? Car ses camarades ne lui facilitent pas la tâche. La loi est d'application immédiate, une fois promulguée par le chef de l'État. La loi parle de 15%. Ce n'est pas un débat, mon cher Messi. C'est Molu de Yaoundé qui envoie ce message-là. Dites à M. Messi qui n'est pas en face des incultes. Dans tous les cas, chacun défend son point de vue, mais en se fondant fondamentalement sur les textes. Hein, c'est très important de ne pas s'éloigner des textes. Bonsoir Jean-Jacques. La Panthère est un riche panel. Du Grand Soir à Info TV, décentralisation, le Cameroun était-il prêt? Pour moi, non. Le chef de l'État du Cameroun n'a jamais, je répète, jamais eu le souci de décentraliser ou de développer le Cameroun. En fait, chaque fois qu'il sent une pression des bailleurs de fonds, il crée un truc
pour juste montrer aux bailleurs de fonds qu'il fait quelque chose. CONAC, ANIF, Contrôle supérieur de l'État, SOCADEL, Chambre des comptes, ainsi de suite, vient donc s'ajouter décentralisation hyper centralisée. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Apôtre Pierre Ramsès, depuis Biba 1, où se prépare la CAF. D'accord, je ne sais pas trop quel genre de CAF on prépare là-bas. Bonsoir, une consultation populaire est-elle la volonté des électeurs ou la dictature, ainsi de suite. Monsieur Messi, un État qui ne respecte pas les lois, qui s'est librement doté, est réputé d'être un État bandit. C'est à Abo, le juriste. Oui, oui. J'avais un point que je tenais vraiment à préciser qui est important. Parce que vous serez surpris que dans les années à venir, on revienne encore pour retoucher ces textes. Parce qu'effectivement... Les lois sont dynamiques. Tout à fait. Ouais. Mais ici, là, elles sont dynamiques. Et on va les retoucher parce qu'effectivement, à la base, il y a eu un mauvais départ. Ah, d'accord. Il y a eu une mauvaise compréhension de ce qu'on entend par décentralisation. C'est qui nous a amené... C'est la loi qui a mal compris ou c'est nous qui avons mal compris? Ceux qui l'ont même implémenté. Vous savez, dans nos ministères, ce n'est pas toujours les experts qui traitent de ces questions. Et il peut arriver que ceux qui arrivent à rédiger ces textes-là n'est vraiment pas la maîtrise de la chose. Non, c'est important de le dire. Parce que, si vous comprenez ce que je vous ai dit au départ, vous comprenez qu'au Cameroun, la centralisation est effective. Et ce n'est pas de la démagogie. C'est une technique de gestion de l'État qui est claire, qui ne s'invente pas avec les lois qu'on a citées tout à l'heure. Est-ce que c'est clair chez nous autant que dans d'autres États Tout décentralisés? à fait. Il faut comprendre que voici le départ. M. Mokadi connaît ici parfois aussi pour apprendre. Lorsque un État est unitaire, il se gère de deux manières. Soit par déconcentration et par décentralisation. Le Cameroun, étant État unitaire, a toujours été géré de manière déconcentrée. Oui. Avec les délégations pas centralisées, mais déconcentrées. Il faut qu'on explique. On est donc passé, voilà. En plus, sans toutefois supprimer la déconcentration, oui. On a ajouté la décentralisation. Savez-vous que les universités d'État sont des structures décentralisées? Très peu de Camerounais le savent. L'université est gérée de manière décentralisée. À la seule différence que là-bas, on nomme le dirigeant. Mais il a les moyens propres et la capacité juridique d'ester en justice. Voilà une structure décentralisée que tous les Camerounais ignorent. L'université gère son personnel avec ses moyens. Au niveau de l'État décentralisé avec les CTD, dès que vous aviez la capacité de recruter, donc de nommer de choisir vos dirigeants à travers le vote, dès que vous avez la capacité de gérer vos ressources, et l'État l'a fait, l'État a levé la main jusqu'à ce que l'arrêté récent, Milfi, Mindevel... L'État a levé la main. Oui, dans la gestion du... Le préfet reste toujours très présent. Là-bas, c'est la déconcentration. Le préfet reste toujours présent. Déconcentration. C'est une autorité déconcentrée. Ces chevauchements. Permettez que je vous montre en quoi... La déconcentration en pleine décentralisation. Permettez que je vous montre en quoi le Cameroun est un État décentralisé, effectivement. On a donc des communes qui ont la capacité, l'autorisation de gérer les ressources disponibles dans leur localité. Voilà le deuxième critère. Le deuxième critère, c'est la personne juridique qui leur est conférée et qui n'est pas remise en cause. Je vous suis donc en train de vous faire comprendre que lorsqu'on a compris d'abord ça, et au niveau même des ressources humaines, savez-vous que l'État central a son personnel qui n'est pas celui des communes? On est d'accord. Il y a une fonction publique locale dont l'école existe. Demain, vous allez dire que pourquoi on dit qu'il n'y a pas les ressources humaines dans les communes et l'État non. La commune est une administration propre, spécifique, qui n'a rien à voir avec celle de l'État. Aussi bien au niveau des ressources humaines, matérielles que logistiques. On reste dans la bonne définition. C'est donc ça, c'est le monde idéal. Non, c'est le cadre réglementaire. Oui, je suis d'accord. Le cadre réglementaire, c'est pas l'idéalisme. Dans le monde idéal. Voilà. Comment ça devait se passer en matière de décentralisation. Tout à fait. Sauf qu'on est à 1000 lieues quand on est sur le terrain. Moi, je vais à 1000 lieues, pour clôturer mon propos, je voudrais dire que je suis d'accord avec vous, d'avis avec vous,
que la base sur laquelle on est parti était telle que l'État devait accompagner, l'État devait transférer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas de transfert de ressources, on a tendance à penser que cette technique n'est pas effective. Elle est effective, sauf que nous voudrons que l'État accompagne les communes en mettant à leur disposition. C'est prévu que l'État doit accompagner et l'État n'accompagne pas, donc ce n'est pas effectif. Allons-y. Le quatrième point que je voulais convoquer, c'est celui du contrôle de la légalité. Dans le contrôle de la légalité, la hiérarchie est cassée d'office. C'est-à-dire que les sous-préfets et préfets n'ont qu'un rôle de vérification, de contrôle. Ils se rassurent que les collectivités territoriales opèrent dans la dynamique entendue et dans le respect de l'État central. Moi, je pense aujourd'hui que le débat ne devrait pas être arrêté sur la question de la décentralisation. Et j'insiste sur le dialogue. Le dialogue et l'échange. Le dialogue existe. J'ai oublié de vous répondre sur ce point. Non, le dialogue existe. Non, attendez. Permettez que je vous réponde avant que vous continuez, si vous permettez. Ok. Lorsque vous évoquez la question du dialogue, moi je ne vous comprends pas. Voilà. Le dialogue social dont vous parlez, c'est celui qui a lieu pendant le suffrage universel, pendant le vote. C'est une forme de dialogue. D'accord. C'est là où on compare, c'est là où on demande qui a fait quoi, qui n'a pas fait la parole. Oui, Chacun peut voilà. réagir. Le dialogue social, c'est la consultation des peuples à la base. C'est l'entente avec les gouvernants sur ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. C'est ce qu'on arrête d'un commun accord. Que vous nous demandez aujourd'hui d'avoir un satellite à Bodmakak. Est-ce que vous-même vous voyez que c'est possible? Non. Mais on pense quand même qu'on peut vous donner la lumière. On peut vous donner l'eau. On s'entend. Une fois que cette convention à la base est faite, les politiques locales sont adossées sur les besoins des populations. C'est ce que vous devez comprendre, mon Dieu. Elles ne sont pas adossées sur vos expertises, sur vos compétences, sur vos techniques. C'est sur les besoins des populations. Et vous avez bien fait. Non. Vous avez bien fait. Il faut aussi vous avez bien fait de rappeler que ce que nous convoquons ici existe déjà. C'est formidable. Il y a déjà les écoles. Il y a déjà les lycées. Il y a déjà tout ce que vous pouvez simplement prendre et confier à qui de droit. Donc quand vous venez nous dire que l'expertise manque, c'est pour ça que pour ces femmes, nous sommes étonnés. Parce qu'on dit une chose et son contraire. C'est vous qui dites que ça existe. On vous demande simplement d'organiser. Et c'est là que je convoque le dialogue. Parce que dans le dialogue, c'est au deuxième palier, c'est l'État dans ses démembrements, dans sa dynamique, qui dit que bon, à partir d'aujourd'hui, on a les régions, on a les CTD, voilà qui doit faire quoi, et on évolue en dotant les moyens qui vont avec. Mais là, je vous en prie, ce n'est pas une affaire du gouvernement central lui seul. Dans un pays comme le Cameroun, vous avez une société civile qui est très mature, qui est très responsable. Vous avez des intellectuels que vous négligez dans vos universités. Bon, on est encore dans le cadre de démocratie où on est représenté. Vous avez fait le grand dialogue comment? Parce que c'est un cas de force majeure. Vous oubliez que nous ne sommes pas en temps normal. Je ne vous comprends pas. Vous discutez quoi? Nous ne sommes pas dans ce pays en temps normal. C'est parti de grand dialogue. C'est parce que ça ne va pas comme il se doit. On vous demande d'être humble, d'écouter ce que les Camerounais proposent. Ne vous braquez pas. Bon Dieu. Bonsoir. Je me suis calmé. Monsieur Messi qui a commencé, c'est un verre d'eau. Je vais boire de l'eau. Non, parce que je parle pour le peuple. Je parle avec un élu local. Il doit m'accompagner dans ça. Vraiment. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Est-ce que le représentant du RDPC explique l'inexplicable? Connaît-il l'explication du mot décentralisation? En tout cas, je crois qu'ils ne font que définir ce mot-là. Qu'ils viennent voir la décentralisation à Nice. C'est l'OBE depuis Nice, du côté de la France, qui envoie ce message. Le panel, que le fameux juriste sur le plateau ne vienne pas embrouiller les gens. Il n'y a aucune décentralisation effective. C'est Joseph de Yaoundé. Le problème, c'est quoi? Tient de la mauvaise conception de la décentralisation par les Camerounais et tristement par les gérants de cette décentralisation au niveau local. Elle ne se décrète pas. Ce qui bloque l'évolution aisée d'une décentralisation au Cameroun, c'est justement l'attente que font les CTD à l'égard du pouvoir central. Les CTD doivent faire avec les ressources qui leur sont propres à travers les initiatives d'innovation. Je ne suis pas d'accord. Ces ressources ne leur appartiennent pas. C'est une thématique. Qu'est-ce qui appartient aux communes? Qu'est-ce qui appartient aux communes? D'accord. Mais c'est qu'est-ce qui appartient aux communes?
là, participons et contribuons nous-mêmes au développement de nos localités, aux besoins par un certain sacrifice patriotique. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce qui appartient aux communes? Le patriotisme. On est dans cette question-là où on veut opposer ce que l'État doit transférer et ce que la mairie elle-même doit produire. Mais dans le contexte camerounais, que peut produire de façon autonome une commune? C'est très compliqué parce que même quand vous lisez le code des collectivités, vous allez vous rendre compte que le préfet exerce la tutelle sur les actes et sur les personnes. C'est pour vous dire qu'il y a des initiatives même que vous pouvez prendre, le préfet bloque ça. Il bloque. Le préfet vérifie la régularité. Permettez. Non. Il ne peut pas que vérifier. Il y a des initiatives que vous pouvez prendre, le préfet bloque. Et ce qui me dérange généralement avec les juristes, c'est qu'ils analysent ce qui doit être. Ils n'analysent pas ce qui est. Et c'est ça alors la différence entre les juristes et les politologues. C'est que l'on analyse ce qui Pas est. tous les juristes. On n'analyse pas. Certains juristes. On n'analyse pas ce qui doit être. On analyse ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de décentralisation au Cameroun. Parce que quand Émile Messi prend le cas de l'enseignement secondaire, et vous prenez par exemple l'article 5, alinéa 1, où on vous dit que c'est le transfert des compétences particulières et des moyens appropriés. Il y a déjà les écoles, non? On peut prendre les écoles, puisque ce sont des moyens, l'école est visible. On donne au conseil régional. Ce n'est pas comme si on va reconstruire les écoles. Les écoles existent. Les enseignants existent. Et il y a un budget dédié au ministère de l'enseignement secondaire. Ça veut dire que dans le budget du ministère, il y a des lignes qui doivent être affectées. Mais donc, je vais arriver. On dit donc la même chose. Il y a donc des lignes qui doivent être affectées aux collectivités territoriales décentralisées que les individus retiennent. Qui retiennent? Parce qu'il faut comprendre que le problème de la décentralisation, c'est quoi? Décentraliser signifie perdre les ressources. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas accepter. Parce qu'en fait, je veux prendre un exemple terre à terre pour que les gens comprennent. Est-ce que vous savez que... C'est le mot perdre là même qui fait que les gens ne veulent pas accepter. Ils doivent perdre. Parce que ça ne veut pas de perdre. Ils doivent perdre. Enfin, la vérité, c'est ça. Il doit faire plus dur. Ils perdent. Et ça, le monsieur a parlé de sacrifice tout à l'heure. Quelqu'un a parlé de sacrifice. C'est ça le plus difficile. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre l'exemple. Tu veux. C'est ce qui ne t'appartient pas. Tu ça là. Tu t'appelles de perdre ce qui n'est pas toi. C'est vous qui utilisez le mot fort. Ça, c'est le mot fort. Je prends un exemple terre à terre pour que vous compreniez pourquoi ils refusent de décentraliser. Est-ce que vous savez que si on donne véritablement la possibilité aux communes de gérer l'enseignement maternel et primaire, en réalité, je ne vais plus voir le ministre quand ma fille a fini de faire les neiges. Je ne vais pas voir le maire. Le ministre ne me sert plus à rien pour l'intégration. Parce que le maire appelé à créer une fonction publique locale. C'est lui qui commence à recruter les enseignants du primaire dans sa commune. Et c'est ça que le ministre ne veut pas. Il veut que quand il arrive au village, c'est lui le boss. Vous le voyez les dossiers. C'est ça le véritable problème, c'est qu'il refuse de perdre en ressources et en pouvoir. Mais qu'ils sachent que tôt ou tard, ils vont perdre ça. Parce que nous sommes dans une dynamique, et c'est là où je suis d'accord avec les deux représentants du RDPC. Nous sommes dans une dynamique où la décentralisation véritable est irréversible. Elle est irréversible. Voilà. Parce que quand vous lisez même la Constitution de 96, on aurait pu éviter la crise anglophone parce que le statut spécial qu'on vient accorder aujourd'hui, c'est une forme de décentralisation. Ça existe même dans la Constitution de 96. Voilà. On n'avait pas besoin. Vous comprenez que si on avait implémenté la décentralisation, on aurait évité la crise anglophone parce que la Constitution de 96, puisque c'était un compromis, ils avaient déjà prévu qu'on peut accorder le statut spécial à nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et d'autres, certaines régions. D'accord. Le maire ne gère pas, Samuel Bonjoc, le DP, le maire ne gère pas sa commune avec les conseillers municipaux. Il est l'ordonnateur unique. Le conseil municipal délibère tout simplement suivant la discipline du parti. Il faut savoir que les 15% du budget de l'État ne sont jamais la somme des différents crédits transférés. Ça s'appelle la dotation générale de la décentralisation de 15%. Le principe est simple. C'est une dotation de la décentralisation. C'est le budget à transférer aux communes pour exercer les compétences. Ce n'est pas le contraire comme ça se fait actuellement où c'est l'État central qui décide des transferts à effectuer aux communes. Voilà où ça coince. Merci, monsieur le directeur de publication, pour cette contribution également.
Alors, bonsoir Jean-Jacques, ainsi qu'à ton riche panel. Dites aux messieurs du RDPC, ils sont deux, que s'il était tant un modèle, il ne serait pas un ancien conseiller municipal. Là, c'est Émile. Il est la preuve des choix du comité central. Si on ramène, voilà, il est encore au début, à l'entame encore de notre débat, on a beaucoup avancé. Vraiment, je suis très désolé de dire ça. Peut-être que c'est moi qui suis un peu bête. Non, personne n'est bête. Hein. Youssouf, depuis Douala, donne simplement ton point de vue et on avance. Est-ce que la machine étatique avec la déconcentration qui est encore très présente, des ministères comme le Minepat qui viennent encore décider où mettre la piste agricole dans les communes, on le voit encore, on vient de le voir à Doumentan, on a ouvert des pistes. Ça vient encore de Yaoundé où le ministère des Travaux publics peut agir à travers les régies. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui indique qu'on a encore beaucoup de temps à attendre? En réalité, c'est ce que mon frère appelait une technique de gestion. Quand on dit le Minepat, en fait, vous verrez que c'est la commune. Mais c'est les moyens du Minepat. Tout à fait. C'est exactement ce qui se passe. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la construction des salles de classe, vous savez que c'est les maires. Mais en fait, c'est l'État central. Il en est de même pour dans le secteur de la santé. Je veux dire qu'il y a encore l'État central qui agit directement. La régie, par exemple. C'est pour ça que la personne qui parlait de la différence entre la décentralisation et la déconcentration, elle se situe là. L'État jusque-là agissait. L'État n'a pas disparu. L'État agissait. L'État ne disparaît pas. Il ne va pas disparaître. L'État ne peut pas Par rapport disparaître. à son personnel déconcentré qui était les délégués et le reste. Et Tout à fait. Maintenant, les compétences en question doivent être remises aux entités autonomes qui sont les CTD. C'est justement une technique. Mais le piège ici, et je le dis, le piège ici, c'est que si nous voulons une décentralisation effective, c'est qu'on attende tout de l'État central. Et c'est là les défis. J'avais une admiration particulière pour l'ancien maire de Njombe, paix à son âme. Pour les Rikingais. Pour les Rikingais. Ce monsieur défendait la décentralisation avec des arguments. Il est allé au front, parfois avec l'État, avec le représentant de l'État. C'est un homme de chantier. Pour dire à Stéphane que lorsqu'on dit que le préfet peut bloquer une action du maire et tout, il faut bien comprendre. Le préfet est juge de la légalité. Le principe. C'est ça le principe. Est-ce que l'action du maire C'est contraire à la loi. est conforme à la loi? Il n'est pas juge de l'opportunité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des maires qui peuvent comprendre la décentralisation quand je veux faire allusion à ce valeureux compatriote-là. Parce que c'est un vrai défenseur. Les maires aujourd'hui doivent être parfois imaginatifs sur leurs prérogatives. Malheureusement, eux aussi tombent dans ce piège-là en pensant que c'est l'État qui doit nous donner notre autonomie. Vous voulez d'abord que ce qui est déjà établi par la loi pour avoir, il faut d'abord bagarrer. Il faut être pour les Rikingais. Pourquoi est-ce qu'on ne... Voici, la personne qui vous a dit tout à l'heure, peut-être que je suis incompétent, que vous m'avez chassé du conseil. Lorsque vous avez un maire... Il n'a pas parlé d'incompétence. Bon, peut-être que c'est pas bien. Il y a une autre incompétence. Lorsque vous avez un maire qui ne peut pas faire asseoir toutes les ressources, toutes les compétences de sa commune pour parler des problèmes de développement, il y a un souci. Vous avez par exemple un sénateur, vous avez peut-être un député, vous avez ceci. Mais c'est avec des gens que vous devez travailler pour avoir des idées. Mais vous vous confinez dans votre petit endroit comme un petit seigneur, et vous allez faire le développement local. Lorsqu'un maire ne peut pas mobiliser les populations pour boucher les trous dans une route. Ah, pour boucher les trous. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il est obligé de tendre la main. Et qu'on demande toujours que l'État nous reçoive l'argent directement. Vous avez vu cette roue dans une histoire. C'est des problèmes. Là, c'est le bonus. Là, c'est le bonus. Si tu peux. Quand on parle de la décentralisation, on commence là, le développement local, c'est aussi ça. Oui, c'est pour cela que les ressources propres. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec même nos mains, avec nos maquettes, avant d'attendre qu'on nous arrive à faire des choses? Merci. Est-ce que la décentralisation interdit qu'on cultive un champ de maïs communautaire et que les ressources soient exploitées à la mairie? Il y en a des choses comme ça. D'accord. Qu'aujourd'hui, les maires sont là à attendre les CAC pour payer les salaires. Ils attendent que...
Non, ce n'est pas ça la décentralisation que nous on avait souhaité. Il faut le partir au conseil municipal. Jean-Jacques. Ce serait important d'être dans un conseil municipal et dire ça. Voilà les défis de la décentralisation aujourd'hui. Les maires commencent au-delà des transferts qu'on va discuter, le ministre gère à Yaoundé, nous aussi on va gérer ici, que ce soit appliqué. C'est ça qui peut soit appliqué. Mais comme montre également, on peut impulser le développement Que ce soit local. appliqué. Oui. Allons-y. Jean-Jacques, je voudrais vous partager mon expérience personnelle De conseiller de municipal. conseiller municipal. Après que j'ai accepté avec vous qu'on doit respecter le principe, je voudrais vous partager mon expérience. Dans ma commune, le budget 2025 est Votre de commune, c'est laquelle? Bangassina. D'accord, il faut préciser. Le budget de la commune est de 1 milliard 400 millions. Compte voté en Bangassina. Oui. Wow. Et ça, vous êtes surpris. Vous pouvez croire que c'est beaucoup d'argent, hein, 1 milliard 400 millions. des ressources propres. Contribution de l'État. 800 millions. Sur 1 milliard, quelque chose. Oui. Ressources propres de la commune, moins de 100 millions. Voilà. Voilà le Et vrai vous êtes problème. conseiller municipal. Et vous trouvez que l'État ne fait rien. C'est ça les défis. Vous faites donc quoi, conseiller C'est qu'a dit tout à l'heure. Donc pendant que vous parlez sur la théorie qu'on ne donne pas, l'État fait beaucoup auprès des communes. Quand moi je parle des ressources humaines, du profil du maire, on ne se comprend pas. Il y a des maires qui ne travaillent pas avec les populations. Il y a des maires qui s'asseyent seuls et décident seuls de ce qu'ils doivent faire. Donc quand on parle de profil du maire là, c'est au-delà de dire que si les maires avaient... Il y a des maires qui ont tout, mais qui n'arrivent pas à travailler. Donc, pas de mais résultats. Si moi je suis maire, Pas un mec qui a- si moi je suis maire titulaire, j'attendrai très peu de l'État. On vous écoute à Bangassi. Oui, j'attendrai. Mais j'ai dit que je suis très sérieux. Si moi je suis maire, Il est sérieux. j'attendrai très peu de l'État. Parce que ma commune à moi a les ressources qui peuvent permettre d'être développées sans compter sur l'État. C'est clair. Tout le sable qui sort tout le sable qui est à Yaoundé sort de Mangassina. Alors. Vous savez ça? Tout le sable qui est à Yaoundé, Et un après nombre de Dakar fermé, sort de Mangassina. Il faut juste organiser. Il faut juste savoir Avec un peu s'organiser. de moyens. Alors, D'accord. c'est Donc, ça. quand on parle des communes qui doivent se prendre en charge et ne pas seulement compter sur l'État, ce n'est pas une vue de l'esprit. D'accord. Beaucoup de communes ont des ressources, mais malheureusement, la gestion qui est faite n'est pas toujours celle qu'on peut attendre. Jean-Jacques, Docteur. je défie mon frère, conseiller municipal, de montrer dans les résultats de ce que cet agent qui dit qu'on a envoyé a fait. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il ne faut pas dire non. Et on parle, les gens nous suivent. Si les Bangassi nous que suivent, vous avez- si vous avez le travail, le oui, si le travail, oui, si le travail de la prévision de 1,4 milliard, donc sur les 800 C'est des comptes milliards, validés, le 800 travail millions est fait. ont fait quelque chose, Oui, ça fait quelque montrez-nous chose. cela. C'est là. Le deuxième point que je voudrais soulever avec emphase, c'est qu'il faudrait que le pouvoir central, le père, le gouvernant, arrête de donner l'impression d'une guerre avec ses enfants. L'administration dans sa globalité ne doit pas donner l'impression d'avoir un problème avec les maires. Parce que la mairie, c'est la continuité de l'action publique. Il faut déjà casser ce faux combat que vous-même avez installé dans le biotope Cameroun. Il faut arrêter ça. C'est quel débat maintenant? Le débat du fonctionnement de la décentralisation, c'est de ça que nous parlons. Deuxièmement, quand vous estimez dans une commune que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir vous en sortir, ce n'est pas la peine de commencer à crier sur tous les toits. Vous cherchez le moyen. Et c'est là que le management entre en jeu, la bonne relation avec les autres entre en jeu pour trouver des solutions à votre commune. Troisièmement, les communes où on a des mairies où les maires sont les rois et les conseillers municipaux n'arrivent pas à remonter l'information pour que le problème soit résolu, attendent 7 ans pour que le maire se casse le nez. Ils oublient que c'est le peuple aussi qui se casse le nez. Donc il y a une fusion et un fonctionnement naturel qui devrait animer tous les acteurs Cameroun parce que la réussite de ce pays nous incombe à tous, tout comme l'échec. Tout ce que je veux dire ici, c'est que l'animosité qu'on a tendance à voir entre vous qui dirigez le pays doit à un moment donné arrêter d'exister. Et c'est à vous de le faire. Ce n'est pas compliqué. À partir de là, le transfert des ressources va être simple. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que parfois c'est des problèmes personnels. Ouais. Des problèmes d'individus, des problèmes d'ego qui font qu'on dit, bon, ok, comme tu te prends pour, tu oublies que c'est moi qui ai la signature, finalement c'est le peuple qui paye. Tout à fait. Donc Il y a aujourd'hui, des villages la qui en bonne, pâtissent. voilà, la bonne Parce qu'on n'a pas décentralisation, élu là-bas
on n'en voit rien là-bas pendant 5 ans. Voilà. La bonne décentralisation, ce n'est pas que le C'est principe de l'objet du loi, ce n'est pas que le principe de texte, mais c'est aussi la capacité managériale. D'accord. Et c'est à ça que je voulais arriver. Bonne thématique, le Cameroun était très prêt pour la décentralisation, sauf que les dirigeants actuels sont de mauvaise foi. Qu'est-ce qui coûte à ces derniers de transférer les 15%? Ils sont spécialistes des détournements. Les membres du pouvoir en place veulent expliquer quoi? L'inexplicable, c'est révérend Jean-Claude depuis Douala qui envoie ce message. Bonsoir le panel. Pour ma part, je pense humblement que la décentralisation est encore loin d'être effective au Cameroun. En effet, il convient d'abord de constater que la déconcentration elle-même peine à s'imposer. Nous voyons encore des étudiants effectuer des trajets depuis le Grand Nord uniquement pour retirer leur diplôme au ministère de l'Enseignement supérieur. Récemment encore, le même scénario s'est produit pour le concours du barreau où Yaoundé était l'unique lieu de dépôt des dossiers. Or, la déconcentration a précisément pour objet de rapprocher l'administration des administrés. Dans de telles conditions, la décentralisation me semble pour l'heure relever d'un vœu pieux. C'est Fouda Alexis, depuis le quartier Damas, ici à Yaoundé, qui ajoute encore une couche à cette affaire. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé, monsieur Messi et son voisin Stéphane, depuis Equinox hier, avec toujours la décentralisation qui est retenue à Yaoundé et les copains que le RDPC cote au détriment de la base. Le débat est simple. Pourquoi les 15% ne sont pas transférés simplement? C'est ce que le Camerounais, lui, là, comme préoccupation. Bonsoir, le panel. Qu'est-ce que Émile Messi dit là? L'entêtement de Paul-Éric Kingé envers l'administration lui a valu la prison. Et il y a Prosper depuis Douala du côté de PK11. Bonsoir Jean-Jacques. Ces maires qui travaillent sans leur population sont effectivement les maires imposés aux populations. Et nous avons 316 maires du RDPC. En définitive, c'est le RDPC. Le problème du Cameroun, ce parti ne fait rien pour développer le pays. C'est Igor depuis Yaoundé. On a beaucoup parlé, on va sortir de là, des ressources propres, que les maires sont appelés à fonctionner avec les ressources propres qui ne pleurent pas du matin au soir que Yaoundé n'a rien envoyé. Mais vous avez des communes comme Boma à l'est qui n'a rien. L'or, il n'y a pas l'or là-bas. Boma n'a pas l'or, n'a pas le bois, n'a rien du tout. On n'exploite même pas. Il n'y a rien, une commune comme celle-là. Il y a donc des catégories de communes. Quand on dit ressources propres, le maire dit que mais ces gens-là, est-ce qu'ils connaissent même le terrain? C'est un autre niveau de problème. Justement, pour résoudre ça, toujours dans la même loi, parce que moi je m'appuie sur la loi, on a prévu ce qu'on appelle le principe d'égalité. Parce que l'État est justement là pour faire une sorte de péréquation, parce que toutes les communes n'ont pas les ressources propres. Maintenant, ce qui me dérange quand même un peu avec Émile Messi, et dans une certaine mesure le grand frère, c'est que nous on pose un problème, il nous ramène ailleurs. Ça veut dire, on dit, donnez les 15% aux maires, ils vous disent que non. Les maires doivent créer les ressources eux-mêmes. Mais sauf qu'ils nous renvoient à la problématique que vous avez posée sur le profil. Comment vous faites donc pour mettre des maires qui sont incapables de créer la valeur ajoutée dans la commune? Ça veut dire que le problème vient du parti, justement, qui investit le maire. Parce que, comme je vous ai dit au départ, en réalité, un maire est un entrepreneur. Un maire, c'est quelqu'un qui crée la valeur ajoutée. Ça veut dire que un maire peut venir comme ça et dire que, comme on a le terrain agricole, je lance les champs pour mes populations. Par exemple, c'est ça qu'on appelle un maire. Parce que effectivement, et c'est là où je vous rejoins, un maire est appelé justement à créer la richesse. Mais sauf que ça ne doit pas dédouaner l'État de ce que la loi dit. La loi dit que vous devez transférer minimalement 15%. La loi dit que le conseil régional doit gérer l'enseignement secondaire. La loi dit que les mairies doivent gérer l'enseignement primaire ou de base. Transférer les compétences. Et maintenant, jugeons les maçons au pied du mur. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que il faut véritablement décentraliser pour deux choses. Parce que d'ici 5 ans, si on ne voit pas le produit de la décentralisation, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest vont nous dire que la décentralisation, là, il faut qu'on rentre dans le fédéralisme. Parce qu'ils vont vous dire que, en fait, vous fonctionnez depuis dans la décentralisation et nous, on ne voit rien. On n'aura pas la possibilité de leur dire qu'en fait, c'était une décentralisation dans les textes, mais pas dans la pratique. Parce que dans une décentralisation normale, on ne peut pas imposer 10 000 lampadaires aux gens. Je vais vous rappeler qu'on est dans un pays où
on vous a signé une note sur haute instruction, je crois bien, en vous disant qu'on va installer 10 000 lampadaires. Vous êtes sûr qu'en Comté, on a besoin de lampadaires? Nous, on a la route de la gare qu'il faut goudronner. Par exemple, en Comté actuellement, nous, on a la route de la gare qu'il faut goudronner parce que quand il pleut, il y a la boue. Quand il fait chaud, il y a la poussière. Ça veut dire que si on nous avait demandé que vous voulez quoi, on aurait dit que goudronner la route qui va jusqu'à la gare. Voilà. Au lieu de nous donner les lampadaires. Parce que je ne suis même pas sûr que même à Soa, là, vous pouvez compter tous les lampadaires qu'il y a à Soa. Ça veut dire que personne ne pourra vérifier si on a installé 10 000 lampadaires au Cameroun. Vous comprenez donc qu'il faudrait que le développement parte véritablement de la base. Et la même loi a établi ce qu'on appelle la coopération décentralisée ou intercommunale. Vous comprenez que si on implémente même la décentralisation, les communes seront complémentaires. Exact. Et on n'aura même plus le temps du président. Ça veut dire que le président pourra même aller faire 90 jours hors du Cameroun. On n'aura pas son temps. Parce qu'en fait, nous, on sera concentré sur le maire. On sera concentré sur le président du conseil régional. On va lui dire que pourquoi il n'y a pas l'électricité dans les salles de classe. Pourquoi les toitures sointent. Pourquoi il n'y a pas les enseignants. C'est au président du conseil régional qu'on va s'adresser. Mais avec ce que vous nous proposez justement, on est obligé d'observer les faits et gestes du président de la République parce que vous continuez de tout concentrer et on se rend compte que la gestion concentrée en réalité fait plus de mal au Cameroun que de bien. Bonsoir Jean-Jacques Zé, mes amitiés à votre sachant panel, c'est Sylvestre Lebel-Niek. Je vous suis depuis le début de l'émission. Je voudrais juste à mes deux frères du RDPC qui ne s'adressent pas au secrétaire général du comité central du RDPC en vue d'investiture prochaine. Ils savent bien que c'est le gouvernement qui bloque le processus de décentralisation. Le Premier ministre et le chef de l'État en ont d'ailleurs fait le constat. Ils font le constat et on reste toujours au même niveau. Le même niveau, c'est que nous avons un problème de mentalité, en fait. C'est la mentalité. Il m'a dit qu'il parlait de quoi? La décentralisation, c'est notre tour de gérer les 7 000 milliards du budget national. Moi, je dis mentalité. Mais c'est parce que les quelque chose que vous n'avez pas bien perçu. Moi, j'aime bien citer Dieu donné. C'est pas ce que les maires pensent. C'est parce que vous avez dit quelque chose que vous n'avez pas très bien perçu. Oui. Quand j'étais conseiller, mon budget de la commune, c'était dans les 1,2 milliard. C'est très flatteur, non? Mais dans ce budget, c'est quoi? C'est les projets de BIP qui sont votés à l'Assemblée nationale. C'est le Minepad, c'est le FECOM, c'est tout et tout. Bref, c'est plus de 90%. Allez voir le taux de réalisation. C'est autre chose. Ça veut dire quoi? La décentralisation est un chemin de non-retour. Nous devons également adapter nos mentalités par notre façon de créer des situations. Un maire, pour une décentralisation véritable, doit travailler avec toutes les populations de sa commune. La loi parle de comité de développement. Que ce soit dans le maire choisi de chaque village. C'est ça? Moi, je ne veux pas ce genre de procès. C'est un procès. C'est important. Il y a des maires qui sont isolés, qui se retrouvent seuls parce qu'ils n'ont aucun lien avec la population. Un maire normal doit être dans la normale. Qui ne sont pas normaux. C'est ce que nous décrions donc ici. Mais normal. Qu'un maire, et là on vous regarde, sérieux, doit travailler avec ses populations. Le parti doit lui imposer. Lorsqu'on vous donne, vous avez un conseil où tout l'arrondissement est représenté, toute la commune, un conseiller. Allez voir les rapports. Jusque-là, c'est insatisfaisant. Mais je dis, oui, l'État doit beaucoup faire, avec notamment le transfert des compétences et des ressources. L'État doit faire sa part. On est d'accord. Puisque c'est ça qui bloque pour l'instant. On est d'accord. Mais au-delà donc de ça, les populations doivent se sentir gouvernées par elles-mêmes dans ce processus. C'est un narratif, hein, c'est un construit, c'est un dialogue, c'est un échange. D'accord. Nous sommes en train de déplorer les manquements du recensement actuel, qui se passe dans un contexte très différent de 2005, 85 et 76. La décentralisation s'impose, une telle opération ne peut pas réussir
Si on n'a pas tenu compte des acteurs de la décentralisation, Merci. voilà les preuves, voilà des indices Merci. que nous sommes à un chemin dans le tout. Les maires associés au préfet et les chefs de village, en 2 semaines, chaque commune vous donnait des résultats. Parfait. Voilà. Parfait. Et les statistiques crédibles. Vous entendez? Mais, quelqu'un a dit, je ne reprendrai pas ce qu'il a dit. Il dit ce qui est. C'est une volonté et qui doit également s'incruster dans nos mentalités, dans nos façons de voir. Libérer la Avant d'aller à Yaoundé, mon maire, quel rapport que mon maire entretient avec la base? D'accord. Merci beaucoup. L'état providentiel ne va pas faillir. C'est bon. Parce que c'est des problèmes de base. C'est bon. L'eau, l'électricité, les routes. Alors, je vais pas lire les messages qui viennent de Magasin. Tout à fait, il faut parler vraiment. Voilà. Merci. Je savais que si on partait là-bas, là. Je ne lis pas les messages de Magasin. Je voudrais, sans toutefois faire, c'est pas moi, sans toutefois défendre du On a chapitre une minute quelconque, seulement. je voudrais vous dire que malgré ce que nous pouvons dire concernant la décentralisation, moi je voudrais vous rassurer que dans les communes où les maires, les populations ont réellement compris à quoi c'est la décentralisation, les conditions de vie ont beaucoup évolué. Beaucoup évolué. D'accord. C'est même un point très important. Je peux vous rassurer que dans certains villages où il n'y avait ni les ponts, ni la lumière, les mairies qui travaillent efficacement sont parvenus à améliorer les conditions de vie de leur population. Donc, ne nous en tenons pas à ce qu'on appelle à 15% ou pas 15%. La réalité est que sur le terrain, les maires qui travaillent arrivent véritablement à développer la leur... question donc de profil, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que... Le mécanisme de choix tout à fait. des maires, c'est Je suis fondamental. d'accord que c'est très fondamental voilà. et il faut insister là-dessus. Et quand je le dis, j'ai une attention par rapport aux communes des régions. Je ne parle pas de Douala et Yaoundé, ou vraiment, mais si vous va dans l'arrière-pays, c'est un problème fondamental. L'abandon. Fondamental. Lorsque une commune a un budget de 1,2 milliard et que 80% de ses recettes viennent du BIP, vous comprenez que c'est l'État qui a tout fait. Avec un taux de réalisation de moins de 20%. Merci beaucoup. On va sortir de l'émission. Mais Jean-Jacques, moi je ne peux pas ne pas rappeler à ceux qui gouvernent aujourd'hui qu'il y a une crise de confiance qu'il faut réparer. Ça ne se répare pas le dialogue avec les populations. Ça ne se répare pas des actes précis. Aujourd'hui, les populations n'ont pas besoin des gens qui parlent bien, mais des gens qui les encadrent bien et qui les poussent à travailler. Les 15%, c'est indiscutable. Mais il faudra que le maire ne soit plus piétiné par justement les gens qu'on dit là. Le sous-préfet, le préfet et tout, qui veut tout donner l'impression que c'est vraiment un arrivé, c'est quelqu'un qui ne compte pas. Qui ait un respect Le chef mutuel. de la délégation permanente du LDPC. Voilà. Il faut toujours qu'on essaye de rabaisser l'homme. Non, respectez les maires. Parce que c'est eux, votre interface. Respectez les maires. C'est clair. Et ce sera mieux fait. Merci beaucoup. Sacré Messi, tu es fort. Il a envoyé des messages taclés à gauche et à droite. Il fallait Emmanuel Yaoundé finit par... Non, on ne lit pas le magasin, on n'a plus le temps. Ça allait compliquer. Merci d'être venu pour le top 3 de cette série consacrée à l'impact du développement, au niveau du développement local, des choix qui sont faits, des profils, les politiques, mais l'examen de la décentralisation. Merci d'avoir été nombreux à regarder. Retrouvez le journal en anglais tout à l'heure à 19h et puis à 20h, le journal en français.